Cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone. Lui, c'est super costaud, héros très investi pour faire respecter la justice. Il est rapide, il est fort, il peut même voler. Mais sauver l'humanité quand on a un niveau en langue étrangère équivalent à celui de ce rhododendron, ça peut poser quelques soucis. Rien compris. Mais il a l'air content, encore une mission rondement menée. Tout ceci ne serait jamais arrivé grâce à Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est l'application qu'il vous faut si vous voulez apprendre une langue efficacement. Le principe, il est simple. Grâce à des exercices courts, interactifs et immersifs, vous apprenez progressivement de nouveaux mots et de nouvelles phrases pour pouvoir vous débrouiller dans les situations concrètes du quotidien. La particularité de Rosetta Stone, c'est sa méthode d'apprentissage immersive. Au lieu de passer par votre langue maternelle et de traduire chaque mot, l'application vous fait associer directement des images, des phrases audio et des contextes à ce que vous apprenez. Et comme Rosetta Stone est aussi disponible sur mobile, vous pouvez pratiquer quand et où vous voulez. Il ne vous suffit que de 10 minutes par jour pour progresser. Vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez bien attendre que je finisse mes exercices quotidiens, non? Oui, pardon, excusez-moi, je voulais pas vous offenser. Bokuwa Hiro Desu. Par contre, l'accent, il est éclaté. Mais soyez rassurés, super costaud, Rosetta Stone a tout prévu. Oui, parce que Rosetta Stone intègre aussi une technologie de reconnaissance vocale qui analyse votre prononciation en temps réel. L'application vous indique si vous prononcez correctement les mots et les phrases et vous aide à vous améliorer progressivement pour adopter une prononciation plus naturelle. Watashi wa hotel ni ikimasu. Et voilà, désormais vous pouvez parler à n'importe quel japonais natif, il vous comprendra. Ma che sta dicendo? Io sono italiano, mica giapponese. Hello. Surtout qu'en ce moment, Rosetta Stone propose une réduction de 60% sur l'abonnement à vie, comprenant les 25 langues de l'application. Alors, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, n'attendez plus et cliquez sur le lien en description pour plus d'informations. Ça, c'est moi qui viens de finir les animés de l'hiver. Et ça, c'est les animés du printemps qui sont arrivés. Mais vas-y, vu que les japonais savent pas doser là, et que cette saison on a encore 35 578 animés de prévus, vu qu'actuellement j'ai moins eu peur sur Resident Evil 9 que face à mon miroir quand j'ai vu mes cernes à force d'enchaîner les nuits sur le montage, vu que j'ai pas envie que ma copine appelle les flics quand j'irai me coucher tellement elle aura l'impression de voir un inconnu étant donné le peu de temps que je passe avec elle à cause du montage de cette vidéo, bon après elle est bien attachée donc ça va. Vu que vous venez de vous taper une sponsor et qu'actuellement vous êtes en train de vous dire « Eh mais vas-y, ferme ta gueule, lance la vidéo !» Cette fois je vais m'abstenir de faire une intro construite. Ah bah désolé de pas toujours être parfait, Et du coup, bah c'est parti pour les animés du printemps 2026. Et on commence cette vidéo avec un très grand cru, j'espère que vous l'avez, les gouttes de Dieu. Dites-moi, votre palais sait-il apprécier la complexité aromatique d'un grand cru lorsque ses tanins soyeux et sa robe profonde viennent raconter l'histoire de son terroir? J'ai rien compris. Bah, ça aime la picole ou pas? Ah ouais. Eh ben justement, j'ai l'animé parfait pour tous les amateurs de tease. Les gouttes de Dieu, ça va nous raconter l'histoire de Yukata Kanzaki, un très grand critique de vin qui vient tout juste de mourir. Sauf qu'avant de mourir, le boug, il a accumulé une énorme collection de vins. Bon alors, dit comme ça ferait rêver uniquement les habitués du PMU à côté de chez moi. Mais sachez que cette collection de vins, bah, elle est estimée à plus de 12 milliards de yens, ce qui représente environ 65 millions d'euros. Ok, il est jamais trop tard pour se remettre à la picole. Le problème, c'est que Kanzaki, il a deux héritiers. Et pour savoir qui va hériter de cette collection, bah il a prévu le coup, hein. En gros, dans son testament, il a écrit que celui qui parviendra à identifier l'origine et l'année des 12 vins d'exception nommés les 12 apôtres, ainsi qu'un cru encore plus rare nommé les gouttes de Dieu, alors il repartira avec la collection. Et c'est donc ainsi qu'on va suivre une baston psychologique et extrêmement stratégique entre Issei Tomine, le fils adoptif de Yukata, qui est un critique reconnu en termes de vin, et Shizuku, qui lui est pour le coup le vrai fils biologique de Yukata, mais bah, qui a reçu une éducation vinicole tellement exigeante qu'il a été écœuré du vin, et que du coup, bah, il veut même plus boire une seule goutte en fait. Et bah c'est là tout le problème. Comment veux-tu gagner l'héritage sans boire le vin que tu dois reconnaître? Eh bah là est toute l'intrigue. Et alors, je sais ce que vous vous dites, une histoire qui parle de vin, bah bof en fait. Et c'est ce que je pensais aussi. Ça fait des années que j'ai arrêté l'alcool et actuellement je bois 0 goutte de tease par an. Nous sommes fiers de toi, Raymore.
Donc techniquement, je suis pas vraiment le public visé. Et pourtant, bah j'aime bien, genre vraiment. Ce qui est intéressant avec l'intrigue, c'est que malgré son sujet très spécifique, l'histoire n'est absolument pas racontée comme un simple manga pédagogique. En vrai, la narration ressemble beaucoup plus à une enquête ou à un duel intellectuel. Chaque arc fonctionne presque comme une énigme à résoudre. Les personnages dégustent différents vins, analysent les indices laissés par le père, ils explorent leurs histoires et leur origine et tentent d'identifier celui qui correspond à la description. Et c'est là que c'est fun parce que le manga transforme une simple dégustation en véritable confrontation stratégique où deux visions du vin s'opposent. En gros, c'est un peu le survival game de la picole. Mais ce qui a rendu ma lecture particulièrement cool, c'est la manière absolument géniale dont le manga décrit les sensations. Les dégustations ne sont jamais expliquées de façon technique ou chiante en fait. Elles sont traduites par des images, des paysages, des souvenirs ou des émotions. Un vin peut évoquer un champ de blé au coucher du soleil, une symphonie ou même un souvenir d'enfance. Et c'est vraiment cette approche qui rend les scènes de dégustation étonnamment dramatiques et visuelles, presque comme si chaque verre raconter une histoire finalement. Et du coup, c'est pour ça que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en vin peut quand même apprécier le manga. D'ailleurs, le héros lui-même n'aimait pas spécialement le vin au début de l'histoire, ce qui permet au lecteur de découvrir cet univers en même temps que lui finalement. Non, vraiment, perso, je vous avoue que ne connaissant absolument rien au sujet de base, j'ai réussi à me sentir vraiment investi. Et donc, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 10 avril sur Crunchyroll pour découvrir ça. On passe maintenant à un animé qui va plaire aux bandeurs de flow avec Pétale de réincarnation. Toya Senji est le mec le plus claqué au sol que cette terre n'ait porté. Bah ouais, parce que le boug n'a strictement aucun talent. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, Il a fait du piano, de la flûte, de la peinture à l'huile, des arts martiaux, de la natation, de l'athlétisme, du basket, du foot, de la gym, il a joué aux échecs, il a même fait de l'aïkido, du karaté, du kendo. Mais dans toutes ces disciplines, il a été claqué au sol. Du coup, il s'est mis à haïr toutes les personnes talentueuses qui l'entourent. Mon grand-père disait toujours, si une communauté ne te ressemble pas, alors méprise-la. Bon, il parlait pas des gens talentueux en l'occurrence, mais on peut toujours adapter. Sauf qu'un jour, il tombe sur un mec qui faisait un bouillon de crâne, Et Toya, quand il voit ses crânes découpés, toutes ses têtes déchiquetées, il se dit « Waouh, il a tellement de chance d'avoir un talent pour le meurtre comme ça !» Quoi, vous n'avez jamais envié les gens talentueux? Mais alors qu'il allait se faire buter, il se fait sauver par Aito, une camarade de classe qui lui apprend qu'en fait, il est possible de s'approprier les talents des plus grandes figures emblématiques du passé en devenant un revenant. Sauf que pour ça, il faut se trancher la gorge. Il hésite pas une seule seconde, sachez-le. Ah le boug est vraiment obnubilé par le fait d'avoir un talent, oui. Le truc c'est que le revenant en question, ça peut être soit un bienfaiteur qui a marqué l'histoire, soit un des pires monstres qui a commis des horreurs dans le passé. Albert Fish, Ed Gein, Albert Desalvo, et même... Ah, je suis pressé de voir l'adaptation Netflix. Et du coup, la question, c'est de savoir de quel côté sera le revenant de Toya. Alors oui, je vous l'accorde, l'histoire est très particulière. Mais en vrai, on est très vite emmené dans le délire, on s'ennuie pas une seule seconde tellement ça enchaîne les bastons, les représentations des figures emblématiques du passé sont plutôt fun, et certaines scènes sont vraiment bien stylées. Au niveau du manga, les dessins sont très cool, et le concept de base, les gens qui héritent de talents de grandes figures historiques, ça peut franchement être ingénieux. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu le premier tome, et je crois que ça m'a suffi. Je pense très honnêtement que je suis pas le public visé. Ouais, parce que pendant toute ma courte lecture, j'ai vraiment eu l'impression de lire un truc écrit par un gamin de 12 ans en fait. Alors peut-être que ça devient meilleur par la suite, je dis pas le contraire. Mais ouais, je sais pas, le début m'a sorti un peu de l'histoire en fait. Dès le premier chapitre, on tombe dans pas mal de clichés. Le héros binoclard solitaire sans talent qui est en réalité surpuissant et qui va choquer tout le monde. T'as ces phrases de mec bresson qui reste seul au fond de la classe parce qu'il est différent. Et surtout cette espèce de fantasme du talent qui part parfois dans des délires un peu absurdes, Genre être possédé par le talent de Newton et donc soudainement savoir calculer instantanément l'angle parfait pour esquiver un coup de couteau. Après je le redis, là je ne parle qu'à titre de goût personnel. Je pense juste être trop vieux maintenant pour apprécier pleinement ce genre d'histoire, sans calculer le côté un peu cringe et surtout surjoué du scénar. Mais en soi, si vous aimez les grosses bastons, les héros surpuissants, les moments bien badass et surtout que vous avez envie de voir une loli nazie, bizarre le contraste quand même, je pense que vous kifferez cet animé. Enfin bref, du coup l'animé sera disponible à partir du... Ce printemps, on aura également le droit à Kill Blue. Lui, c'est Juzo Ogami. Il est fort, il est charismatique, il est musclé. Impressionnant pour un fossile, me direz-vous. Et c'est normal, puisque Ogami est le meilleur assassin qui puisse exister. Quand il a une cible dans le collimateur, c'est ciao. Sauf que malgré tous les ennemis qu'il s'est fait, c'est une abeille qui aura raison de lui. Bah ouais, parce qu'un jour, il se fait piquer par une abeille, et il se réveille dans le corps d'un collégien de 13 ans. Ah bah Morandini devait être apiculteur, que voulez-vous que je vous dise? Du coup, t'as son patron qui l'appelle et qui lui dit « Oh écoute, ça tombe bien, je dois foutre ma fille dans une école l'année prochaine, mais je sais pas du tout si elle craint.
Du coup, ta mission, c'est de t'infiltrer dans ce collège et d'y étudier vu que t'es un gosse maintenant, ce sera moins chelou. Très respecté, hein, le meilleur assassin du monde, comme vous pouvez le voir. Sauf que lui, il aime pas les gosses. Alors, ça s'annonce compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que même dans cette école, son statut de tueur à gages va être mis à rude épreuve. Alors, j'ai lu le premier tome en entier et mon avis global serait que c'est un bon divertissement, mais qui manque un peu d'ambition, hein. En fait, tout s'enchaîne de manière extrêmement simple. Le héros doit réussir une épreuve de maths, il rencontre comme par hasard un gamin qui lui permet d'avoir 100 sur 100. Il doit enquêter sur une élève liée à une entreprise pharmaceutique douteuse. Il entre au hasard dans un restaurant et tombe justement sur elle qui y travaille. Elle refuse de devenir son amie, elle se fait enlever sous ses yeux, l'obligeant à la sauver et lui permettant de se rapprocher d'elle. À chaque fois, on a l'impression que le scénario utilise volontairement les facilités pour faire avancer l'histoire le plus vite possible, sans vraiment chercher à rendre les situations plus crédibles que ça. Genre, le mec, c'est le meilleur assassin qui soit, tout le monde le craint, mais il se bat avec des balles en caoutchouc. Mais en vrai, je comprends que ça puisse plaire, hein. Genre, sincèrement, cette manière de faire, ça évite clairement les frustrations. Là, on peut pas dire que le scénario n'avance pas, on peut pas dire qu'on passe par 4 chemins. On a un objectif clair et on s'y concentre pleinement, mais trop facilement. Après, bon, encore une fois, j'ai lu que le premier tome, peut-être que par la suite ça devient absolument exceptionnel, je ne sais pas, je veux pas contrarier mon modo Discord, mais voilà, pour l'instant, c'est pas un truc qui m'a vraiment hypé, quoi. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les récits avec de la comédie, de la baston, une partie school life qui est très sympathique, parfois des révélations même assez plaisantes, et surtout un héros qui ne cache pas son identité à tout le monde, je veux dire, son équipe, sa femme et quelques autres membres savent qui il est réellement, donc ça aussi, ça évite la frustration d'une certaine manière. Je pense que ça pourra vous plaire. Bon, par contre, tout ce que j'espère, c'est que ça va pas tomber dans une romance chelou, hein. Ouais, parce que, ok, le héros a une femme et une enfant, mais pourquoi, à la fin du tome 1, ça parle de mariage avec une élève? Ça fait un peu peur. Bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 11 avril pour découvrir ça. On continue avec Go For It Nakamura-kun. Okuto Nakamura est un gay timide qui est tombé amoureux d'Hirose au premier regard lorsqu'il est entré au lycée. Gay, mais ça reste un homme. Du coup, comme tous les hommes, il passe ses journées à penser non-stop à son crush, lit des mangas romantiques pour apprendre à draguer, et surtout, il imagine la personne qu'il kiffe se faire lacérer par un giga poulpe. Inutile de faire les choquer, tous les hommes font ça. Sauf que Okuto, il est trop timide, et du coup, il n'arrive pas à parler à Hirose. Et chaque tentative, ça devient une occasion de plus pour se ridiculiser face à son crush. Et voilà, c'est tout. Ouais, parce que ici, on est dans une histoire très épisodique, hein. Je veux dire, tout repose sur son personnage principal et sa timidité. Bocchi the Gay, ses tentatives pour se rapprocher de lui, ses plans qui tombent à l'eau et toutes les situations absurdes dans lesquelles sa timidité l'entraîne. C'est très léger, très drôle, l'animation a l'air franchement stylée, un peu old school, modernisé, j'aime beaucoup. Après, faut pas s'attendre à une intrigue très complexe ou à un grand drame romantique, hein. L'histoire avance surtout à travers de petits moments du quotidien et des progrès minuscules dans leurs relations. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 1er avril sur Crunchyroll pour découvrir ça. Alors la grosse attente de mon côté avec Tsugai Demons of the Shadow Realm. Yuru et Asa sont deux jumeaux qui sont nés scindés par le jour et la nuit. L'un a les cheveux blonds comme le soleil, l'autre a les cheveux noirs comme la nuit. L'un profite de sa liberté en chassant et passant du temps avec ses amis, et l'autre se retrouve enfermé dans une cage. Étrange que ce soit le noir qu'ils aient décidé d'enfermer. Mais ne vous faites pas de mauvaises idées. Si Asa se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'elle est destinée à accomplir un rituel divin. Du coup, ça fait 15 ans qu'elle est enfermée, là. Faut saluer la perf, c'est 2379 jours de plus que Natasha Kampusch. Mais heureusement, elle peut compter sur son frère qui l'aime plus que tout, et qui essaie de passer le plus de temps possible avec elle. Il lui raconte ses petites péripéties de chasse, ses longues balades dans la forêt avec ses amis, les moments agréables qu'il passe avec les villageois, les belles choses de la vie, quoi. Pendant que l'autre reste enfermé. Ouais, parce que Yuru, lui, il vit une vie tranquille, hein, on va pas se mentir. Il chasse, il bouffe, il déconne, et par-dessus tout, il est obnubilé par l'épée de dragon. Alors, il y a une petite méprise, lui, il aime l'épée de dragon. Oui. Le Magyar à pointe, le Vostroyan à crête sanglante, le Brumérien à souffle acide, le Volcarien des cendres, il les connaît tous, pendant que l'autre est toujours enfermé. Et un jour où tout allait bien, bercé par un ciel aussi beau qu'un paix de dragon, c'est beau putain, c'est beau, il en croise justement un qui était en train de lâcher une caisse. Une gigantesque silhouette dans le ciel avec une longue traînasse de fumée derrière lui. Oui, vous avez totalement deviné de quoi il s'agissait en réalité, hein. Un Giga Boeing B1B lanceur de combat à 4 turboréacteurs double flux. Et croyez-moi, je sais en reconnaître un quand j'en vois un passer. Je ne ressens plus la douleur auditive depuis ce jour.
Et c'est pile à ce moment-là que Yuru comprend que lui et son village sont dans la merde. Parce qu'en une fraction de seconde, plusieurs hélicos atterrissent sur l'île avec à leur bord des mercenaires qui créent une véritable tuerie. Tout le monde y passe, tout le monde se fait massacrer. Et oui, même la sœur de Yuru se fait exploser la gueule. Genre, littéralement. Palmarès de vie, enfermé 15 ans, morte à la 35e page. Et pile à ce moment-là, Yuru, qui était venu secourir sa sœur, il tombe nez à nez avec sa meurtrière, qui ressemble 2 gouttes d'eau à sa sœur et qui, justement, révèle en fait être la véritable Asa. Alors que celle qui était enfermée jusqu'à maintenant, n'était en fait qu'une fausse Asa. Pourquoi, me demanderez-vous ? C'est un pétragon que j'ai entendu là. Mais c'est aussi à ce moment que Yuru apprend qu'il a la capacité d'invoquer des Tsugai, des sortes de dieux ultra puissants qui sont au service de leurs invocateurs. Il invoque alors 2 Tsugai, une fille et un mec, les nomme respectivement gauche et droite. Ok, le mec a littéralement pris des dieux surpuissants pour ses couilles, hein. Ah, je suis désolé, mais gauche et droite, y a que mes baloches que j'appelle comme ça, hein, n'est-ce pas ? T'oublies que je suis devenu centre depuis que t'as joué avec l'aspirateur. Et c'est à ce moment-là que Yuru, accompagné de Dera, un mercenaire infiltré sur l'île qui est censé le protéger, de Hana, sa servante, et de ses 2 dieux gauche et droite, va devoir fuir son village natal pour se mêler aux Bastères, qui n'est nul autre que notre civilisation à nous, hein, avec le trafic, les immeubles, les bagnoles et le putain de carburant à 1,92 à la pompe. Pardon. Et donc, désormais livré à lui-même, Yuru compte bien obtenir les réponses à ces questions. Qui est cette fille ? Pourquoi prétend-elle être sa véritable sœur ? Qui était l'autre ? Pourquoi tout le monde a été tué aussi sauvagement ? Qui sont ses parents ? Où sont-ils ? Et surtout, pourquoi ce cheval mécanique ne mange pas de foin ? Oui, Yuru est très con. Bon alors, si vous avez l'œil aguerri du Weeb de niveau 5, vous avez très certainement reconnu un certain Chara Design. Et effectivement, puisque Tsugai Demons of the Shadow Realm, c'est le dernier manga en date de Hiromu Arakawa, qui est notamment connu pour avoir écrit 2-3 petits trucs sympatoches, hein, comme Silver Spoon, Noble Paysan, ou juste l'animé qui est resté top 1 presque une décennie. Bref, une petite mangaka pas trop connue qui mérite qu'on lui envoie de la force. Et en soi, même si j'ai lu qu'un seul tome en entier et la moitié du 2e tome que j'ai arrêté prématurément pour ne pas me spoil l'animé, en vrai, sa qualité d'écriture se ressent une fois de plus ici aussi, hein, j'ai envie de vous dire. L'histoire est franchement agréable à découvrir, et ce, dès son commencement. Déjà, faut savoir que ça commence très vite. On nous introduit le village, et la seconde d'après, tout le monde crève. On a de la tension, des questions plein la tête, de l'excitation aussi, de voir tous ces personnages badass se battre avec autant de cruauté et de puissance, et surtout, on est très vite embarqué dans l'aventure, parce que ici, on ne perd pas de temps à consacrer un arc entier à chaque personnage qui rejoindra l'équipe de héros. Dès le début, vous les rencontrez, et vous prenez part à leur aventure directement. Les présentations sont faites au fur et à mesure que le temps passe, et franchement, je dois avouer que cette manière de faire, ça rend l'implication et l'attachement beaucoup plus attrayant, parce que vous apprenez à découvrir le monde et l'histoire dans laquelle vous êtes arrivé à leur côté. En plus, chacun a vraiment un caractère ultra bien défini. Genre, voir le couple Dera et Hana se retrouver dans des situations complètement loufoques, ça me fait rire. Voir gauche et droite se prendre la tête pour telle ou telle raison, ça me donne l'impression d'être sur Twitter. Voir Yuru découvrir le monde moderne avec toutes ses technologies et ses coutumes, c'est hyper plaisant parce que c'est super bien amené. Et surtout, l'histoire fait toujours en sorte de susciter notre intérêt en nous cachant volontairement certaines choses dans le but qu'on se pose tout un tas de questions, qui rend les découvertes ultra satisfaisantes au final. Après, tout n'est pas parfait, hein. Par exemple, perso, je trouve que la comédie prend un peu trop souvent le dessus sur le drame. Et ça, c'est dommage parce que des fois, ça vous sort des dialogues qui devraient être dramatiques, mais qui au final, sont cassés directement par un petit gag comique. Mais bref, en vrai, je suis impatient de voir ce que donnera l'animé, surtout qu'il est animé par le studio Bones, donc niveau qualité, on se place là, hein. Donc ouais, perso, celui-là fait partie de mes plus grosses attentes, et donc si vous aussi vous souhaitez le découvrir, alors rendez-vous le 4 avril sur Crunchyroll pour découvrir ça. Deuxième grosse attente de mon côté, avec Akane Banashi. Connaissez-vous le Rakugo ? Si oui, alors félicitations, vous êtes un vrai bandeur du Japon. Par contre, prenez une petite douche quand même. Sinon, dites-vous que c'est un peu comme une sorte de stand-up où le but est de faire rire son public. Sauf que en vrai, dans le Rakugo, il y a une manière de le faire. Déjà, il est hors de question d'insulter son public, ce qui diminue le taux d'humoristes français se rapprochant de cette discipline à environ 3%. Et surtout, il faut être à genoux, face à la foule, et raconter des histoires en imitant plusieurs personnages à la fois. Alors, je sais ce que vous vous dites. Boring ! Mais que nenni ! Quand c'est bien fait, les Rakugoka peuvent être extrêmement drôles. Et c'est le cas de Toru Osaki, un homme d'une trentaine d'années qui n'a qu'un seul rêve, vivre du Rakugo. Le problème, c'est qu'en Big 2026, le Rakugo, c'est pas vraiment vu comme une réelle profession, quoi, hein. Du coup, vu son âge avancé, t'as tout le monde qui se fout de sa gueule. Il y arrivera jamais, c'est un putain de parasite, faut qu'il lâche ça, youtubeur, c'est pas un vrai métier. Attends, mais il est pas youtubeur. J'ai dû confondre. Personne ne croit en Toru. Enfin, personne, sauf sa femme, et surtout sa fille, Akane, qui, elle, est absolument subjuguée par le talent de son père quant à imiter des personnages, quant à raconter des histoires, et quant à se dépasser pour obtenir la vie dont il rêve. Sauf qu'un jour, il se fait exclure de l'académie de Rakugo. Pourquoi ?
Ah, là, c'est un pétragon que j'ai entendu. Il y avait strictement aucune raison de virer Toru. Le mec était un génie en termes de rakugo. Quand il racontait des histoires, tout le monde y croyait tellement il jouait bien la comédie. Il aurait carrément pu bosser dans la politique tellement il était doué. Mais non, il s'est fait jeter comme un malpropre, anéantissant tous ses rêves et le détruisant mentalement. Et l'histoire, elle prend donc place 6 ans plus tard. Akane, maintenant lycéenne, est bien décidée à venger son père de cette injustice. Et pour ce faire, elle décide de se mettre au rakugo, de devenir la meilleure qui soit, pour enfin rentrer dans la prestigieuse académie Arakawa, afin non seulement de prouver à ce vieux débris que son père était un génie de rakugo, mais aussi et surtout de comprendre pourquoi il s'est fait exclure d'une discipline dans laquelle il brillait de mille feux. Alors, je sais ce que vous vous dites, un animé qui raconte l'histoire de personnages qui jouent la comédie en imitant des dizaines de personnalités différentes, pour attirer l'attention d'un public et gagner de la thune, pour faire ça, autant aller taper TDI sur TikTok, hein. Alors, je tourne ça vite fait parce que bien évidemment, j'ai pas précisé, mais je parle évidemment des fake TDI, calmez-vous, j'ai pas envie qu'une sorte de Kevin Wendell vienne me buter. Rue Émile Pierre Cassel, s'il vous plaît. Mais en réalité, ici on est plus dans ce genre d'histoire qui témoigne totalement l'amour d'un art et ce, de manière franchement surprenante. Dès les premières pages, l'histoire arrive à te happer assez vite. On nous présente le monde du rakugo, la passion du père d'Akane pour cet art, et surtout l'injustice qu'il subit quand il se fait virer de l'école. Et à partir de là, t'as direct envie de comprendre ce qui s'est passé finalement. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la manière dont le manga rend le rakugo vivant en fait. Parce que même si techniquement, c'est juste quelqu'un qui raconte une histoire, le dessin et la mise en scène arrivent à te faire ressentir les personnages, les émotions, les réactions du public. Du coup, chaque performance devient presque un petit duel où tu te demandes si la personne sur scène va réussir à captiver toute la salle ou se planter complètement. Et je vous jure que je pensais pas qu'on pouvait ressentir autant d'excitation dans un duel de stand-up en mode shonen, vraiment. Ah à peine que vous ouvrez le manga que vous êtes directement accueilli à coup de... Bakana, masaka no chorizo no kawa no kondome o tsukau Portugal jin no neta o yaru tsumori janai daro na. よく見ていろトルさんだから最前列の女をクソでかいやりまんだってぶちのめしてやる Oui, l'anime est réalisé par Edouane Bougueraba. Après bon, faut aussi dire que Akane en tant que personnage est super cool à suivre. Elle est déterminée, elle a du caractère, elle est drôle parfois, et surtout, tu sens que sa motivation ne vient pas juste d'un délire de vengeance, mais aussi d'une vraie fascination pour cet art que son père adorait. Après, faut aussi que je sois honnête avec vous, je pense très clairement que cette histoire ne sera pas adaptée à tout le monde. Je veux dire, comme toute l'histoire tourne autour du rakugo, il y a forcément des moments où ça prend un peu de temps d'expliquer comment tout ça fonctionne. Et ça, ça peut peut-être sembler un peu particulier au début si vous n'y connaissez rien. Mais honnêtement, c'est aussi ce qui fait le charme du truc, parce que petit à petit tu te surprends à t'intéresser à un art dont tu ignorais totalement l'existence 5 minutes plus tôt. Donc ouais, perso j'ai vraiment été convaincu par ce premier tome et j'ai très envie de voir ce que va donner l'adaptation animée, parce que si l'animé arrive à retranscrire l'énergie et la tension des performances comme le fait le manga, je pense vraiment qu'on pourrait tenir une des petites surprises de la saison. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 4 avril. Autre animé qui, en toute honnêteté, a l'air très prometteur, Mariage Toxine. L'histoire nous emmène dans une sorte de dîner entre ultra riches. À quoi est-ce qu'on reconnaît des ultra riches? Ils ont des humains en guise de siège. Inutile de vous préciser dans quel rang social je me situe. Lui, c'est le président de cette assemblée. Un tyran qui visiblement cherchait un truc plus dur que le dos d'un mec pour s'asseoir. Sauf que 2 minutes après ça, il crève. Empoisonné. Par qui, me demanderez-vous? Eh bien, par ce mec. Hikaru Gero, un assassin maître dans l'art de l'empoisonnement. Il a des connaissances en chimie que personne n'a. Touche-le, il t'empoisonne. Alors du coup, pourquoi l'a-t-il tué, me demanderez-vous? Eh bien, parce qu'en tant qu'héritier du très puissant clan Gero, c'est son taf de buter les gens, tout simplement. Mais attention, il ne tue que les grosses merdes qui le méritent. Tueur à gages, certes, mais avec des principes. Et en vrai, Gero, avec ce taf, il a appris à vivre seul, vous imaginez bien. Être tueur à gages, ça exige de ne pas avoir d'amis, pas de vie sentimentale, et encore moins une perspective d'avenir. Vous voyez qu'en tant que weeb, on a tous les prérequis pour quitter la team chômage finalement. Et donc, au fil des années, c'est juste devenu une espèce de coquille vide qui ne fait qu'accomplir ses missions sans se soucier du reste. Sauf que, il a quand même une profonde attache pour sa sœur. Et c'est peut-être là sa plus grande faiblesse finalement. Ouais, parce qu'un jour, il apprend que leur grand-mère, qui est la chef du clan, soit dit en passant, oblige sa sœur à tomber enceinte d'un parfait inconnu juste pour avoir un héritier. Sauf que sa sœur, elle est déjà en couple et profondément amoureuse. Et du coup, la voir souffrir, Gero, il peut pas l'accepter. Et donc, il décide de prendre sa place en promettant un héritier à sa grand-mère. Pour ce faire, il sauve alors Mei Konosaki, qu'il était sur le point de buter, et qui n'est nulle autre qu'une arnaqueuse de génie spécialisée dans les mariages. Comme par hasard, il lui demande alors de l'épouser, sauf qu'elle refuse. Ouais, c'est bon, quand 2 personnages sont sur la fiche de l'animé, on sait très bien qu'ils vont finir en... Oh, mais attends,
Elle a une bite. Oui, Kinosaki est en réalité un garçon spécialisé dans l'art du déguisement. Et donc Gero, il a les boules, Kinosaki aussi, mais ça l'empêche pas d'aider Gero à trouver une épouse. Surtout que, vu qu'elle a l'air de plus s'identifier à une femme qu'un homme, à un moment on la voit faire le ménage, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, tu ne veux pas finir cette phrase. Elle sait à peu près ce qui plaît chez la gente féminine. Et donc, c'est de cette manière que naît un duo explosif. Un assassin d'élite guidé par une escroc redoutable dans le but de trouver l'épouse parfaite pour Gero. Sauf que ça s'annonce pas facile quoi. Y a qu'à voir sa capacité à sourire pour comprendre que c'est mal barré. Et c'est justement ça qui rend l'histoire aussi plaisante. Déjà, la comédie fonctionne vraiment bien parce que voir un mec complètement paumé socialement, dont les seules interactions avec d'autres humains consistent normalement à les assassiner, essayer soudainement de trouver l'amour en s'inscrivant sur des applis de rencontre, faire des speed dating, tenter de draguer alors qu'il n'a absolument aucune expérience, c'est franchement hilarant. Et ça marche encore mieux quand tu ajoutes à ça la dynamique qu'il a avec Kinosaki. Les deux forment un duo complètement dysfonctionnel, mais qui se complètent parfaitement. D'un côté, t'as Gero qui est incapable de fonctionner normalement dans la société, et de l'autre, Kinosaki qui comprend les gens et les manipule avec une grande facilité. Du coup, leurs interactions donnent des situations vraiment fun à suivre. Mais soyons honnêtes 2 secondes, si l'histoire s'était uniquement résumée aux galères amoureuses d'un assassin asocial, ça aurait probablement fini par tourner en rond, n'est-ce pas ? Et ça, le mangaka l'a très bien compris. Parce que derrière cette comédie, il y a aussi beaucoup d'action. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à quelque chose d'assez léger vu le ton du manga. Mais en fait, ça se tape sévère, Genre vraiment, certaines scènes de combat sont franchement épiques. Et ça marche surtout grâce au dessin qui est absolument incroyable. Les planches sont super dynamiques, tu ressens la vitesse des mouvements, l'impact des attaques, la dangerosité des poisons de Gero. Et même juste la présence du personnage, sa manière d'apparaître dans certaines cases, ça le rend instantanément badass. Franchement, non, vraiment, visuellement, ça envoie du lourd. Alors, est-ce que tout ça, ça en fait l'animé le plus ambitieux de la saison ? Pas du tout. En soi, il invente rien du tout, je préfère vous prévenir. C'est assez classique dans la forme, même parfois un peu trop. Mais en vrai, voilà, c'est vraiment divertissant. Et je pense très honnêtement que ça arrivera à en divertir pas mal d'entre vous. Bref, quoi qu'il en soit, l'anime est prévu pour le 7 avril sur Crunchyroll. Si vous aimez le domaine artistique, alors celui-là est pour vous. Hidari Kiki no Eren. L'art. C'est quelque chose que je maîtrise vraiment, comme vous pouvez le voir à ma plus belle création. Et autant vous dire que j'en suis plutôt fier de ce chef-d'œuvre. Oui, bon, de base, je devais le porter, le t-shirt, c'était la vanne. Mais je l'ai pas reçu à temps, voilà. J'ai perdu 25 balles. Si seulement une Jarita pouvait me faire un don pour le rembourser. Mais c'est aussi et surtout le domaine de prédilection de Koichi, jeune homme de 26 ans qui bosse dans une agence de publicité. Bon alors, je dis domaine de prédilection, mais en vrai, pas tant que ça, ouais, parce que faut savoir que Koichi, il est pas si fou que ça en termes de dessin. Disons qu'il se débrouille, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Sauf qu'un jour, il est demandé en tant que créatif sur un futur projet pour un gros client. En gros, il est chargé d'imaginer le logo du produit. Il le fait, en retard, parce qu'il est pas foutu de respecter une deadline. Je m'identifie déjà beaucoup à lui, sachez-le. Arrive à la réunion, et là, miracle. Il gère de ouf et obtient le contrat. Qui dit agence de publicité, dit mec en costard qui préfère garder leur liasse bien au chaud en te disant « Mais pourquoi est-ce que je t'embaucherais alors qu'en appuyant juste ici, l'intelligence artificielle est capable de me faire ton taf en 20 secondes et ce gratuitement ?» Intelligence artificielle de fils de... En plus, elle peut même rajouter des gros nibards à Nathalie Portman. Après, en vrai, l'intelligence artificielle, c'est pas si mal, c'est vrai qu'on le diabolise toujours, mais en soi, ça fait réutile, faut être... Et donc, Koichi est écarté du projet pour lequel il a tant bossé car il est jugé comme pas assez doué pour répondre aux attentes du client. Il finit complètement brisé, en plein doute existentiel, convaincu que qu'importe les efforts qu'il fournira, il ne parviendra jamais à réussir quoi que ce soit. Il se met alors à se rappeler sa vie de lycéen, où il a rencontré Eren Yamagashi, une jeune prodige du dessin, mais genre vraiment littéralement, ce qu'elle dessine, c'est des vraies œuvres d'art. Et c'est en se souvenant d'elle que Koichi finit par se rendre compte qu'en réalité, il est un bon à rien. Et au final, on va juste suivre une histoire douce, particulièrement bienveillante, et qui vous fera un bien fou. Alors déjà, faut savoir que le manga suit 2 histoires bien distinctes. D'un côté, on suit la vie de Koichi adulte, et de l'autre, celle d'Eren. 2 personnages qui vivent l'art de manière complètement différente, mais dont les trajectoires finissent peu à peu par se rapprocher. Ouais, parce que l'histoire alterne souvent entre passé et présent. Parfois, on les voit ensemble lorsqu'ils étaient au lycée, puis on revient dans le présent pour découvrir ce qu'ils sont devenus, et franchement, c'est super captivant. Captivant parce que les personnages sont écrits d'une manière tellement réaliste. Koichi, au fond, c'est un peu nous. C'est pas un héros de manga classique. Il a pas de talent extraordinaire, il a pas de facilité scénaristique, il a pas de chance insolente qui lui permet de réussir tout ce qu'il entreprend. Il est juste normal. Et c'est justement dans cette normalité qu'il devient profondément attachant. Chaque échec, chaque déception, chaque moment où il s'acharne malgré tout. Et c'est là que le manga devient vraiment fort parce que il est écrit d'une manière qui réussit à transmettre énormément d'émotions. Je vous jure que quand
j'ai vu les premiers échecs de Koichi, j'étais sincèrement triste pour lui, alors que ça faisait à peine une trentaine de pages que je le connaissais. Non vraiment, l'histoire arrive très vite à nous toucher parce que elle aborde un sujet que tout le monde connaît à un moment ou à un autre de sa vie, la désillusion. Et toute l'œuvre tourne autour de cette idée, la différence entre le génie et les gens ordinaires qui essaient simplement de faire de leur mieux dans un milieu créatif. Le manga aborde vraiment plein de thèmes assez forts, que ce soit la frustration des créateurs, le syndrome de l'imposteur, la différence entre le talent et le travail, ou encore la place des artistes dans une industrie qui reste avant tout commerciale. Et c'est ça vraiment qui rend Hidari Kiki no Eren, excusez-moi j'ai dit Kiki, assez unique parce qu'il montre quelque chose que très peu d'œuvres racontent, la réalité du travail créatif. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de créateurs et de créatrices, d'illustrateurs et d'illustratrices, de musiciens et de musiciennes, de vidéastes et de monteurs et de monteuses, de youtubeurs et de parfois c'est chiant l'inclusion, hein. Enfin, bref, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette histoire. Parce que au final, Eren the Southpaw n'est pas vraiment une histoire sur le talent, c'est une histoire sur la frustration de ne pas en avoir. Et donc mon syndrome de l'imposteur et moi sommes très impatients de regarder ça. Hein ? C'est de la merde ta vidéo. Et si vous aussi, alors rendez-vous le 7 avril pour découvrir ça. Alors là, je sens le banger en approche avec Nippon Sangoku. L'histoire nous emmène dans un futur proche, un futur où les catastrophes naturelles se sont enchaînées, où les politiques sont tous corrompus et où la 3e guerre mondiale a été déclarée, enclenchant même des bombardements nucléaires. Pour une fois, le coup du futur proche n'a jamais été aussi réel. Et parmi les pays qui ont été les plus impactés, on retrouve le Japon, qui s'est littéralement pris une bombe atomique en plein sur Tokyo. Pour une fois, le coup du jamais 203 n'a jamais été aussi réel. Et de ce fait, l'archipel tel qu'on la connaît n'existe plus. La technologie, la beauté des paysages, les maid cafés avec leurs fameux... Tout ça envolé. Et donc, le Japon a régressé, forcément, hein, revenant en 2025 à une époque proche de celle de l'ère Meiji en termes de qualité de vie. Ça, c'est l'iPhone 18, et maintenant ça va au taf en 2 chevaux. Et forcément, avec cette régression, s'en est suivi une grande guerre politique avec des mecs qui se sont improvisés les élites du pays, et qui ont décidé de scinder l'archipel en 3 royaumes bien distincts, qui se foutent sur la gueule à la moindre occasion. Et c'est donc dans ce contexte qu'on suit Aoteru Misumi, jeune garçon de 15 ans, simple pécore, marié à la fille qu'il aime plus que tout au monde, il vit une vie tranquille, bien que difficile, hein, vu le contexte actuel, sauf que Aoteru n'est pas un simple garçon de 15 ans, c'est surtout un mec extrêmement intelligent qui possède une éloquence redoutable. Alors, vous me direz, ouais, ok, à quoi ça sert de bien parler dans une époque où les débats sont interdits, où dès que tu fais un pet de travers, tu finis écartelé. Eh bien, à pouvoir manipuler les plus simples d'esprit. Et c'est bien ce que Aoteru compte faire. Plus le temps passe, plus les drames surviennent, plus Aoteru nourrit cette ambition complètement folle de réunifier le Japon et d'obtenir enfin la liberté qu'il convoite tant. Et à la suite d'un événement inattendu, il finit par faire de cette ambition une réalité, devenant ainsi l'homme qui sera plus tard connu comme le plus grand stratège de son temps. Alors pour être honnête avec vous, je m'attendais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu en ouvrant le premier tome de Nippon Sangoku. Genre vraiment. Faudrait peut-être lui retirer ce cutter au bout d'un moment. Je pensais tomber sur un manga de stratégie un peu froid, très politique, très cérébral, et au final, j'étais absolument pas prêt à l'impact émotionnel de certaines scènes. Dès le premier tome, il y a des moments qui m'ont vraiment touché, des situations, des dialogues, des décisions prises par certains personnages qui te rappellent que dans ce monde, chaque choix peut avoir des conséquences absolument énormes. Et du coup, tu te retrouves déjà impliqué émotionnellement dans l'histoire alors que tu viens à peine de découvrir cet univers. Ce qui est intéressant dans Nippon Sangoku, c'est que justement dès les premières pages, tu comprends que tu vas pas lire un manga classique. T'as de la vengeance, des trahisons, des gens qui n'hésitent pas à manipuler, tricher, mentir, se servir des autres, soit pour survivre, soit pour s'élever dans la société. T'as du sang, des scènes complètement déchirantes, des retournements de situation parfois choquants, parfois attendus, mais amenés de manière à tout de même te surprendre. T'as des personnages qui sont tellement stylés, tellement impactants dans leur façon d'être ou d'agir, une cause qui te parle vraiment, comme survivre dans un monde où la liberté n'existe plus. Le tout qui prend place dans un univers qui paraît daté, mais qui en réalité se passe dans le futur, hein, ne l'oublions pas. Et ouais, non, franchement, c'est trop bien parce que ça donne une histoire à la fois hyper intéressante à suivre, hein, disons-le, mais aussi et surtout une ambiance extrêmement sombre, où chaque décision peut avoir des conséquences absolument terribles. Et vous voyez, la lecture de ce premier tome m'a même un peu rappelé Orb, pour tout vous dire, parce qu'on retrouve un peu cette idée de suivre des personnages qui veulent changer le monde, ou au moins la manière dont on le perçoit, dans une époque où la moindre pensée qui va à l'encontre du pouvoir en place peut littéralement vous coûter la vie. Et comme dans Orb, l'histoire est portée par des personnages extrêmement marquants, des dialogues qui peuvent être étonnamment profonds, et des moments émotionnels qui arrivent parfois là où tu t'y attends pas du tout. Bref, si en un seul petit tome j'ai déjà trouvé ça impressionnant, je doute pas que la suite sera exceptionnelle, hein. Rien qu'à voir les bandes annonces, ça s'annonce déjà incroyable. Allez-y, prenez ma thune en fait. Ah oui non, j'ai rien dit. Bref, quoi qu'il en soit, branchez-vous Nippon Sangoku le 5 avril 2026 sur Prime Video, parce que
j'ai l'impression qu'il pourrait marquer le printemps. Petit animé par une grande autrice avec Agent of the Four Seasons. Lui, c'est l'hiver. Ouais, désolé, on n'est pas très team hiver dans le coin. Oh, t'abuses, en vrai, la neige, c'est. Ah, putain, il m'a buté le con. Le truc, c'est que à la base, il était la seule saison qui existait. Du coup, vu qu'il se sentait extrêmement seul, il a décidé de créer le printemps. La seule chose que l'hiver a fait de bien finalement. Sauf que printemps et hiver, ça suffisait pas. La Terre, elle réclamait plus. La chaleur du soleil pour stimuler la biosynthèse organique par activation des mécanismes photochimiques dépendants du flux photonique estival, et l'humidité de la pluie permettant de booster la germination des terres. Oh la vache, je fais un doctorat pour regarder l'animé ou. C'est donc ainsi que l'été et l'automne ont également été créés, donnant ainsi naissance aux 4 saisons telles qu'on les connaît. Et à la suite de ça, les dieux ont décidé de confier le soin de préserver cet équilibre à des humains. Des humains qui avaient pour charge d'invoquer leurs saisons respectives quand le moment fut venu. Des humains qu'on appelait les agents des 4 saisons. Ouais, ils ont pas été chercher très loin, ouais. Sauf que, problème, Hinage Kukayo, l'agente responsable du printemps, elle a totalement disparu en fait. Et de ce fait, le printemps aussi. Mais 10 ans plus tard, Hinageku est de retour, comme ça, d'un coup. Que lui est-il arrivé? On sait pas trop, mais elle semble pas mal traumatisée en vrai, hein. Mais malgré tout, elle compte bien accomplir sa mission et répandre enfin une saison dont tout le monde attendait le retour. Sauf les allergiques au pollen, on est ensemble. Mais il semble que dans l'ombre, des gens très peu fréquentables sont bien décidés à l'empêcher d'accomplir sa mission. Alors, avant toute chose, je dois vous livrer 3 informations capitales qui vont vous faire ajouter l'anime à votre liste instantanément. Première information, on est ici dans une adaptation d'un roman de Kana Akatsuki, l'autrice de Violet Evergarden. Donc jouissance émotionnelle assurée. Deuxièmement, c'est réalisé par le studio 8, donc jouissance visuelle assurée. Et troisièmement, c'est Kensuke Ushio à la musique, connu pour avoir bossé sur A Silent Voice, Chainsaw Man Rise Arc, ou même Lise et l'oiseau bleu. Non mais y'a toujours personne qui lui a retiré ce putain de cutter. Et en vrai de vrai, je vous promets qu'en ayant lu le premier tome seulement, j'ai tout de suite senti la patte de Kana Akatsuki. Je veux dire, on retrouve vraiment cette manière très particulière de raconter une histoire. C'est beaucoup plus centré sur les émotions, les traumatismes des personnages et les relations humaines que sur l'action pure. Donc si vous vous attendez à un animé avec des combats toutes les 2 minutes, c'est clairement pas le délire ici, hein. Après, il y en a, hein, des très stylés même. Mais c'est pas le cœur du récit. Faut que vous mettiez ça en tête, sinon vous allez être déçus. Il peut y avoir de la tension, quelques moments un peu dramatiques, mais globalement, le récit prend surtout le temps de faire ressentir les choses. Et honnêtement, c'est ce qui fonctionne le mieux dans ce premier tome. L'ambiance est très douce, parfois même un peu mélancolique, et certains dialogues sont vraiment touchants. On sent que l'histoire veut surtout raconter le poids que portent ces personnages et la responsabilité qu'ils ont dans ce monde. Après, je vais pas vous vendre ça comme une révolution non plus, hein. Le premier tome pose surtout les bases de l'univers et des personnages. Donc le rythme est assez calme et il se passe pas forcément des trucs incroyables tous les 3 pages, hein. Quoi qu'il en soit, l'anime est prévu pour le 28 mars, donc c'est déjà disponible, alors allez-y, hein. Ce printemps, ce sera également l'occasion de découvrir Mao. Cette fille que vous voyez là, c'est Nanoko Kiba, jeune lycéenne qui, lorsqu'elle était petite, a perdu ses parents dans un tragique accident de la route. Ils étaient en train de rouler et d'un seul coup... un gigatrou qui s'est formé et qui les a écrasés. À la bagnole, elle a fait un cosplay Yamcha, c'était pas beau à voir. Bon, pas de chance, me direz-vous. Ouais, disons que c'est pas arrivé pour rien ce drame en fait, hein. Parce que faut savoir que ça s'est passé pile devant l'entrée de la galerie fantôme, une zone commerciale qui apparemment serait habitée par des fantômes. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. C'est donc plusieurs années après l'accident que Nanoko retourne sur les lieux du drame. Et là, elle se retrouve téléportée dans une sorte de passé avec directement des monstres qui se mettent à l'attaquer. C'est là aussi qu'elle rencontre Mao, un exorciste qui la sauve de justesse. Mais bizarrement, Nanoko, elle se rend compte qu'elle commence peu à peu à développer des sortes de pouvoirs surnaturels. Et avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive, se retrouve mêlée à une enquête sur une série de meurtres très sanglants. Alors, faut savoir qu'on est ici dans une adaptation d'un manga de Rumiko Takahashi, celle-là même qui a écrit Ranma à demi et Urusei Yatsura. Sauf que, contrairement à ses 2 œuvres précédentes, Mao est bien plus sombre qu'une pure comédie romantique. En fait, je sais pas trop quoi vous dire pour celui-là parce que c'est sympa, il y a de bonnes idées vraiment, mais j'ai pas franchement réussi à accrocher pour être honnête. Déjà, l'univers est plutôt cool, le mélange entre enquête surnaturelle, démons, exorcisme et voyage entre différentes époques, ça donne un cadre assez intriguant, faut le dire. Vous avez des ambiances un peu mystiques, des histoires de malédiction, des créatures étranges, et même des secrets qui remontent très loin dans le passé et qui donnent envie d'en savoir plus d'une certaine manière. Le problème, c'est que malgré ça, j'ai eu une grosse sensation de déjà-vu. Pas forcément dans les détails, hein, mais dans la manière dont l'histoire
se déroule. On avance très lentement, les chapitres fonctionnent souvent un peu comme des petites affaires surnaturelles qui se résolvent avant de revenir au mystère principal, et du coup, j'avais parfois l'impression de lire quelque chose d'assez classique. Après, par contre, je pense que les fans de Inuyasha pourraient vraiment apprécier Mao. On retrouve vraiment beaucoup de similitudes dans la manière de raconter l'histoire, une relation qui se construit petit à petit entre les deux personnages principaux, des combats entre des créatures surnaturelles et une intrigue principale qui avance lentement pendant que les héros vivent différentes aventures. Et même si j'ai pas totalement accroché, je dois reconnaître que Mao me paraît parfois un peu plus maîtrisé que Inuyasha dans sa narration. Donc ouais, si vous aimez ce style d'histoire un peu mystique, avec une romance qui s'installe progressivement et un univers rempli de démons et de malédictions, il y a de grandes chances que celui-ci vous parle davantage qu'à moi. Auquel cas, rendez-vous le 4 avril pour découvrir ça. Un petit survival game bien mature et bien basé sur la stratégie, ça vous dit? Eh bien ça tombe bien parce que ce printemps, on aura également l'excellent Liar Game. Elle, c'est Nao Kanzaki. Et autant vous dire que Nao, elle a une bonne vie de merde, hein. Déjà, elle est étudiante, donc bon, un paquet de coquillettes pour elle, c'est limite du caviar. Elle n'a strictement aucun ami, sa mère est morte quand elle avait 1 an, et son daron, il a un cancer de stade 4. En gros, il est en phase terminale, quoi. Et pour couronner le tout, Nao est extrêmement naïve. Genre tu peux lui faire croire n'importe quoi, elle tombera dans le panneau. Ce qui n'est pas ouf quand tu es invité à jouer de force à un jeu qui se nomme le Liar Game. Le jeu du menteur, pour les 2-3 qui ont été ajournés au bac anglais. Le but du jeu, il est simple en soi. On te donne 100 millions et tu dois les garder jusqu'à la fin du temps imparti. Si tu les gardes pendant 1 mois, alors tu les gagnes totalement. Par contre, si tu les perds, là tu te retrouves endetté de 100 millions. Donc autant dire que tu finis ta vie comme ça. Ce qui ne changerait pas vraiment le quotidien d'un étudiant finalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu se joue en 1 contre 1. Et Nao, même si elle est terrorisée à l'idée d'être endettée de 100 millions, normal, elle voit un peu d'espoir quand elle apprend que son adversaire n'est nul autre que son professeur hyper gentil du collège. Ouais. Sauf que 100 millions, ça change un homme. Et ça, Nao va très vite le comprendre. Honnêtement, quel kiff j'ai ressenti en lisant le premier tome, je vous promets. Déjà, on n'est pas dans un survival game classique. Pas de mort, pas de sang, non. Ici, tout repose sur la stratégie. Le principe, il est simple. Les participants doivent s'affronter dans une série de jeux basés sur le mensonge, la manipulation et la psychologie. Et franchement, c'est trop bien, parce que toute l'histoire repose sur la réflexion, la confiance et la capacité à comprendre les autres. Qui dit la vérité, qui manipule qui, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour sauver leur peau. Et plus l'histoire avance, plus les jeux deviennent complexes et plus les stratégies deviennent brillantes. Et vous voyez, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec cette découverte, c'est que j'ai vraiment eu la sensation de redécouvrir un nouveau Kaiji. Si vous ne connaissez pas Kaiji, j'ai fait une très bonne vidéo le concernant. Voilà, histoire de rentabiliser les 25 balles du t-shirt perdu. Peut-être pas forcément sur la première épreuve qui reste assez frontale dans son déroulement, mais dès la seconde, j'ai retrouvé exactement la même excitation. Cette sensation de voir des personnages analyser la situation, comprendre les règles cachées du jeu, retourner complètement la situation, avec un personnage principal qui est génial tellement il est intelligent. Non, franchement, c'est trop bien parce que non seulement le divertissement est vraiment au rendez-vous, mais en plus tu passes la plupart du temps à découvrir l'histoire en te demandant mais qu'est-ce que j'aurais fait moi dans cette situation? Et je pense pas être le seul, d'où cette note franchement élevée sur My Anime List. Non, franchement, j'ai trop hâte de voir l'animé là pour le coup. Surtout qu'il est réalisé par Madhouse, le même studio qui avait bossé sur Kaiji. Coïncidence? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 6 avril sur Crunchyroll. On passe maintenant à une petite romance très sympathique, mais aussi très humoristique, avec Kirio Fan Club. Elle, c'est Aimi Miyoshi. Et elle, c'est Nami Sometani. Toutes deux sont meilleures amies. Ça fait beaucoup de rimes en i tout ça. Sauf que, problème, elles sont toutes les deux amoureuses du même garçon. Le beau Kirio. Et c'est tout. Ouais, parce qu'au final, on suit juste 2 amis rivales dans leur quotidien étudiant où le principal objectif est de se rapprocher du beau gosse du lycée. Et en soi, on pourrait se dire que c'est le genre d'histoire qui paraît très simple au premier abord. Mais en vrai, ça fonctionne étonnamment bien en fait. Et ce, surtout grâce à ses personnages. L'histoire ne cherche pas à raconter un grand drame romantique ou une relation compliquée. On suit simplement 2 lycéennes complètement obsédées par le même garçon et qui passent leur temps à analyser le moindre de ses gestes comme si c'était une affaire d'état. Dites-vous que dans le premier chapitre, leur obsession c'était de savoir quel type de paix lâche Kirio. Ah, on a parlé de paix là, je suis pas fou. Et en vrai, c'est justement ça qui rend la lecture aussi amusante. Parce que tout repose sur leurs discussions, leurs théories absurdes, leurs interprétations complètement exagérées de situations pourtant très banales. Et au final, ouais, on est plus dans une comédie sur les crushs d'adolescents que dans une vraie romance, je vais pas vous mentir. Ouais, parce que Kirio lui-même, au final, reste presque un personnage secondaire dans sa propre histoire. Tant tout tourne autour du duo formé par les 2 filles. Dites-vous qu'on voit pratiquement jamais son visage, tellement il est juste secondaire en fait. Alors, évidemment, faut pas s'attendre à une intrigue pleine de rebondissements ou avec des enjeux énormes. L'histoire est très calme et repose avant tout sur l'humour et la dynamique entre les personnages. Mais si vous aimez les histoires d'amitié et les comédies légères, je pense que ça pourra vous plaire, ouais. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 2 avril. Autre petite romance prévue aussi pour ce printemps avec Tadaima Ojama Saremasu. Rinko Nakama,
Et sans doute abonné à ma chaîne. Bah ouais, parce que comme moi, c'est une puante. Des fois, faudrait que je me réunisse quand même. Comme moi, elle préfère refuser tout contact social pour regarder des animés. Comme moi, elle préfère fermer ses rideaux quand il y a trop de soleil pour mieux lire ses mangas. Comme moi, après une grosse journée de taf... Ah, bah l'identification s'arrête finalement ici. Sauf qu'elle a un problème, hein. Son voisin frappe toujours très fort contre le mur à chaque fois qu'elle regarde un animé, comme pour montrer son mécontentement. Mais le truc, c'est que il le fait pas tout le temps. Il le fait juste quand elle regarde autre chose que son animé favori, qui est un truc tout kawaii à base de lapin et de nounours là. Et du coup, avec l'aide de son autre voisin, ouais, en gros son appart se situe au milieu des deux autres quoi. Elle essaie de comprendre pourquoi il tape à chaque fois qu'elle regarde un autre animé que son animé avec tout kawaii là, avec les lapins et les nounours. Et puis un jour, finalement, à force de taper en mode vénère sur le mur là, il finit par le péter carrément. Non, parce que c'est Hulk en fait, hein. Et là, Rinko comprend qu'en réalité, son voisin est le célèbre Haruma Osada, l'auteur de son manga préféré. Ouais, celui avec les lapins et les nounours là. Et elle apprend par la même occasion que s'il tape à chaque fois qu'elle regarde un autre animé, c'est parce qu'il ne supporte pas qu'elle regarde autre chose que son animé à lui. Ah, mais voilà. Vous vous souvenez quand mon voisin avait tapé dans une vidéo là? Bah en fait, c'est juste qu'il aimait pas l'animé dont je parlais. En fait, mon voisin c'est un giga puant aussi, j'ai compris. Ah ouais, non, il aime juste pas le bruit en fait. Et le problème ne s'arrête pas là, parce que vu qu'avec ses bras de poulet il parvient à péter un mur en tapant dessus, il pète aussi celui de l'autre voisin de Rinko. Et du coup, à la place d'avoir 3 appartements bien distincts, ils se retrouvent tous les 3 à vivre dans un grand appartement avec aucun mur pour les séparer. Et c'est donc ainsi que commence un beau triangle amoureux. Bon, c'est drôle, c'est mignon parfois, mais on va pas se mentir, ça reste une comédie romantique assez classique dans sa manière de raconter les choses, hein. L'histoire avance tranquillement, entre petites péripéties du quotidien, moments gênants, problèmes personnels à régler, et prise de conscience sentimentale où tout le monde commence à rougir sans trop savoir quoi faire de ses émotions. Ça se lit facilement en soi, hein, les personnages sont plutôt attachants, et il y a quelques situations assez drôles qui rendent la lecture agréable. Mais voilà, il faut pas forcément s'attendre à quelque chose de révolutionnaire non plus, hein. L'histoire suit des codes très connus de la rom-com, ce qui fait que perso, je suis pas le public. Mais si vous kiffez ce genre d'histoire, alors là, oui, rendez-vous le 7 avril 2026 pour découvrir ça. Ce printemps, on aura également le droit à Snowball Earth. Tetsuo est le sauveur de l'humanité. Ouais, rien que ça, ouais. Faut dire que quand des monstres abominables sont apparus il y a 10 ans et qu'ils ont commencé à bouffer un peu tout le monde à droite à gauche, lui, du haut de ses 9 ans, il a pas hésité à s'emparer d'un robot nommé Yukio et à combattre la menace sans aucune expérience, parvenant même à buter un monstre assez facilement. Du coup, depuis, il est devenu un vrai combattant de l'espace, accomplissant des prouesses totalement folles. Sauf que Tetsuo, il est rongé par l'anxiété sociale. Genre vraiment, il ne peut absolument pas parler à un inconnu sans bafouiller en fait. Pourtant, son rêve, c'est vraiment de se faire des potes, parce que bon, à l'heure actuelle, son seul ami, c'est une IA nommée Yukio. Mais le jour de la bataille ultime, qui était censée sauver l'humanité, un horrible drame se produit. Toute l'équipe de Tetsuo se fait massacrer, et Yukio est même obligé de se sacrifier, éjectant ainsi Tetsuo dans une capsule de secours qui le ramènera sur Terre 10 ans après son départ pour l'espace. Bon, Tetsuo est complètement anéanti, hein, vous vous doutez bien, il a perdu son seul ami. Mais c'est rien à côté de ce qui l'attend sur Terre, parce que lui qui pensait revenir dans un Japon similaire à celui qu'il avait quitté il y a 10 ans, se retrouve finalement face à une planète morte, totalement enneigée, aucun humain présent, rien. Que s'est-il passé? On n'en sait foutrement rien, et pour le découvrir, Tetsuo va devoir tout faire pour survivre sur une planète devenue extrêmement hostile. Si je devais résumer l'animé, Bocchi the Mecha. Non, vraiment, honnêtement, Snowball Earth, ça a été une vraie surprise pour moi. Bon alors, calmez-vous, j'ai lu que le premier tome, hein. Mais j'ai franchement trouvé ça cool en vrai. Alors que sur My Anime List, il s'est fait défoncer, je comprends pas pourquoi. Alors oui, sur le papier, ça ressemble à un manga de mecha assez classique. Un pilote, un énorme robot et des monstres géants qui menacent la planète. Mais en réalité, l'histoire va beaucoup plus loin que ça. En fait, on est plus dans une histoire de survie qu'autre chose. Tetsuo doit comprendre ce qui est arrivé à la planète, retrouver des survivants et continuer à lutter contre ces monstres qui rôdent encore. Et franchement, ce qui marche bien, selon moi, c'est la tension que procure chaque moment d'action. Dès qu'une attaque commence, l'ambiance devient immédiatement oppressante et chaque affrontement contre les créatures donne l'impression que tout peut basculer à tout moment. Alors, je sais que pour certains ou certaines d'entre vous, le genre mecha, c'est un peu comme les démarcheurs là qui t'accostent dans la rue pour te parler d'associations. Tu sais que ça peut apporter des bonnes choses, mais tu les fuis comme la peste parce que t'as pas envie de donner. La métaphore sonnait mieux dans ma tête, je dois l'avouer. Pourtant, je vous promets que dans mon expérience du premier tome en tout cas, même si le manga contient un robot géant, c'est pas un mecha classique. Le robot est presque plus un partenaire qu'une simple arme en fait. Et l'histoire se concentre beaucoup plus sur le personnage, sa solitude et sa place dans ce monde détruit. Du coup, même si vous n'êtes pas spécialement fan de mecha, l'histoire reste très accessible, parce que ce qui porte vraiment le manga, enfin le premier tome, je le rappelle, c'est son univers, sa tension et son côté aventure dans un monde gelé rempli de dangers. Après oui, c'est du full CGI, voilà. Je sais que vous l'avez vu en premier, je sais que vos yeux sont en train de saigner, pour la plupart d'entre vous, mais ça a l'air d'être de la bonne CGI. Je veux dire, dans une saison où t'as le remake de Hokuto no Ken qui ressemble à ça... Ce n'est pas une simple
simple femme qui se tient devant vous, mais une guerrière du nom de Mamiya. Bah ça c'est beau à côté, hein, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 3 avril, et en vrai, j'ai très hâte de me faire une idée, voir si ça va complètement se péter la tronche, ou si au contraire ça va être vraiment bien à suivre. On passe maintenant à l'animé qui va sûrement tous nous émouvoir, avec Scenes from Awajima. Wakana Tabata, Kinue Takehara, Emi Okabe et Katsurako Ibuki sont 4 filles qui rêvent d'un jour pouvoir monter sur scène. C'est pourquoi elles ont rejoint le pensionnat artistique Awajima, un véritable camp d'entraînement destiné à former les talents de demain. Sauf que ces 4 filles, elles ont des raisons bien précises de vouloir monter sur scène. Certaines rêvent juste de gloire, d'autres tentent d'honorer une promesse, il y en a même qui veulent fuir leur passé carrément, et ouais, vous l'aurez compris, l'histoire ne va pas être qu'une simple course vers une vie de paillettes et de gloire. Non, ça va être un long voyage émotionnel, bourré de rivalité, de prise de conscience, de dépassement de soi, mais surtout de pression constante. La charge mentale d'un milieu artistique. Alors, pour être totalement honnête, celui-là je l'ai pas lu. J'ai cherché un peu partout pourtant, hein, mais je l'ai pas trouvé. Et vu que je suis un gigaradin, j'ai préféré passer par la case de spéculation plutôt que la caisse. Mais vous savez quoi ? Bah ça m'arrange. Parce que parfois c'est juste ce genre d'histoire dont on n'attend pas grand chose au départ, qui finissent totalement par nous surprendre en fait. Parce que sur le papier, bon, voilà, on pourrait se dire qu'on va juste assister à une succession d'entraînements, de petites rivalités, et des moments un peu mignons. Mais en creusant un peu le concept, et surtout en regardant les différentes bandes annonces, en écoutant les OST déjà magnifiques, en voyant ces visuels splendides de Madhouse, bah on se rend compte qu'on est typiquement dans ce genre d'animé qui va se servir de son cadre pour tenter de raconter un truc beaucoup plus humain qu'il n'y paraît. Ça parle de harcèlement, de désillusion, d'amitié, de rivalité, ça a l'air de montrer beaucoup de moments déchirants, mais aussi beaucoup de moments cathartiques. Et vous voyez, ce genre d'histoire sur des gens qui poursuivent un rêve, bah ça finit toujours par nous toucher d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a tous eu un objectif un jour, on a tous douté, on a tous eu des moments où on s'est demandé si on était vraiment à la hauteur. Et suivre des personnages qui traversent exactement les mêmes épreuves, bah parfois ça suffit à transformer une simple histoire d'école artistique en quelque chose de vraiment marquant, un peu comme l'avait fait Jellyfish par exemple. Donc ouais, perso vous connaissez mon amour pour les histoires qui mêlent un peu musique et artistique, alors oui, j'attends beaucoup de cet animé, et si vous aussi, alors rendez-vous le 9 avril pour découvrir ça. Ce printemps, on aura également le droit à une petite comédie avec Yowa Yowa Sensei. Ouais bon, allez, hein, pas besoin d'en parler celui-là. Je sais que vous l'avez déjà tous ajouté à vos listes. Petite romance School Life avec The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt. Ah bah rien que le titre, ça annonce la couleur, hein. Le délégué de classe maladroit. Et la fille avec sa mini-jupe de p***. Togo Sakura Daimon et Poemuko Hinata possèdent des noms qui m'ont fait répéter 18 fois la même prise, mais surtout ne peuvent pas se supporter. Et en même temps c'est normal, hein, vu qu'ils sont l'extrême opposé. Lui, il est préfet de l'école et donc l'incarnation même de l'autorité, et elle, c'est une gallo qui s'habille de manière provocatrice. Enfin, elle porte une jupe, quoi. Mais vu que les autres mecs pourraient ne pas se retenir en voyant ses jambes, c'est à elle de régler ce souci et donc de changer de tenue. Et bah c'est là que ça coince, hein, parce que Kohinata, elle a pas du tout envie de se changer. Et donc, à chaque fois qu'elle croise Sakura Daimon, bah ça pète, hein, forcément. Mais vu qu'on est dans un animé japonais et que c'est écrit romance en gros dans les genres, bah elle va finalement se dire que bon, en vrai il est pas si méchant que ça, c'est pas un si mauvais boug, et finalement, il est même plutôt mignon. Et à partir de là, s'enclenche le schéma narratif propre à toute rom-com lycéenne. Ça s'embrouille, ça vit des péripéties quotidiennes visant à les faire se rapprocher, à mieux se connaître, à prendre conscience de leurs réels sentiments. Tantôt on joue avec la jalousie, tantôt avec les quiproquos, tantôt les moments mignons, et ouais, ça reste une comédie romantique tout à fait plaisante à suivre. Je vous avoue que parfois la comédie m'a même fait souffler du nez, hein, parce qu'il y a de bonnes idées, et surtout de bons personnages secondaires, comme le membre du comité de santé qui m'a vraiment fait rire pour le coup. Mais au-delà de ça, je pense pas regarder parce que bah c'est trop plat pour me plaire. Enfin, narrativement parlant, hein. En fait, c'est une histoire d'amour entre lycéens et rien de plus. Et je pense pas vraiment être le public pour une histoire sans réelle ambition, autre que faire rire son audience. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous avez envie de découvrir ça, alors rendez-vous le 6 avril. Premier et unique isekai, enfin en termes de nouveautés en tout cas, de cette liste, et pas des moindres, avec Megaore. Bon, faut que je vous dise un truc, j'ai sous-estimé les japonais. La saison dernière, j'avais dit qu'après une épée, un distributeur automatique, une araignée, un slime, un clébard, un cochon, un gobelin, un laidron, une chatte, un poulet, une source d'eau chaude, un dragon, enfin bref, après toutes ces réincarnations possibles et inimaginables, c'était plus possible de trouver quelque chose qui n'avait pas été fait. C'était mal connaître les japonais. Moi, quand je me réincarne, en côte. Mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Après, en soi, faut dire que c'est plutôt bien amené, hein. Ouais, parce qu'on va suivre moi. Alors non, pas moi. Ouais, parce que notre héros ne se présente que sous le pronom personnel moi, ce qui pour une fois aurait donné du sens au titre « Moi quand je me réincarne en côte ».
Sauf qu'ils en ont décidé autrement. Moi vient de mourir. Sauf que quand vient le moment de choisir sa réincarnation, bah il se retrouve baisé en fait. Bah parce que avec l'explosion des demandes de réincarnation ces dernières années, obtenir un destin de héros surpuissant entouré d'un harem, bah ça demande maintenant près de 50 000 ans d'attente. Exactement comme pour décrocher le poste de roi démon. Du coup, bah moi, il a pas d'autre solution. Lui qui veut vraiment être surpuissant et avoir son propre harem, bah il choisit de devenir la cote d'un héros à la puissance phénoménale avec un harem et une fin heureuse. Voilà. Et donc, à partir de là, pour ma part, cette saison, ce sera... Cote ? Non. Cote ? Ouais. Bah ouais, parce que vous l'aurez compris, on est typiquement dans une parodie absolue du genre, hein. Il y a qu'à voir la bande-annonce complètement barrée pour se rendre compte que jamais ce truc ne se prendra au sérieux. Non mais ça déconne, c'est quoi ce truc là? Pourquoi il y a des gueules comme ça qui popent d'un coup? Ça a été fait avec combien de grammes dans le pif cette immondice là? Bon alors, inutile de vous dire que j'ai pas lu le manga parce que bah je l'ai pas trouvé, et inutile de vous dire que j'ai pas lu le light novel parce que trop de mots. Mais ça me donne envie d'essayer, hein, juste pour voir comment cette idée de réincarnation en cote ça va se dérouler. Après voilà, je pense que ça va être typiquement le genre d'animé que je vais drop au bout de 2 épisodes tellement ça sera barré sans réel apport scénaristique durable. Mais avouez que ça rend curieux quand même. Enfin bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 7 avril pour découvrir ça, et notez que c'est le seul isekai présent dans cette vidéo. C'est ouf quand même. Petit Yuri prévu cette saison avec Botan Kamina Fully Blossoms When Drunk. Je sais plus parler. Cette fille que vous voyez là, c'est Kamina Botan, une étudiante de 20 ans qui, dès son arrivée dans sa nouvelle université, décide de se joindre à la soirée d'accueil de sa résidence. Et qui dit soirée étudiante, dit... Et Botan, bah elle échappe pas à la règle, hein, parce que après avoir bu un highball, c'est un cocktail hein, pour les non-ivrognes en gros, bah elle finit complètement bourrée et tombe carrément sous le charme d'Ibuki, la responsable du dortoir qui lui a proposé justement ce cocktail. Et à partir de là, c'est une véritable histoire d'amour qui commence entre les deux filles. Exactement la raison de pourquoi j'ai arrêté l'alcool, soit dit en passant. Bon alors, vous l'aurez compris, on est ici dans un Yuri. Et en vrai, bah c'est beau, c'est mignon, c'est drôle, ça aborde certains thèmes un peu plus sérieux par moment, mais ça reste avant tout une tranche de vie. Donc oui, il faut s'attendre à une progression très lente scénaristiquement parlant. Mais en vrai de vrai, je dois vous avouer que c'était franchement agréable, je dois être honnête. J'ai plutôt bien aimé ma lecture, même si, bon voilà, c'est plus extrêmement chill qu'autre chose. Vous n'avez pas de prise de tête, pas de trucs débiles, juste de la bienveillance et de la tranquillité au final. C'est pourquoi je regarderai pas. Sauf si je suis victime d'insomnie durant le mois d'avril, mais à part ça... Bref, rendez-vous le 10 avril du coup pour découvrir ça. Autre animé prévu cet avril avec... Combo Breaker! Et attends, tu fais quoi là? Rien. Encore une romance lycéenne avec I Want to End This Love Game. Yukiya et Miku sont 2 amis d'enfance qui, quand ils étaient petits, ont commencé le jeu du je t'aime. En gros, ils se disent je t'aime n'importe quand, en général quand l'autre ne s'y attend pas, et celui ou celle qui se retrouve gêné à l'entente de cette déclaration, bah il a perdu. Et ce jeu-là, bah ça dure maintenant depuis 4 ans. Et maintenant au lycée, bah il continue de jouer, en espérant réellement faire flancher l'autre. Sauf que le plot twist est annoncé dès le début. Ils sont amis d'enfance. Et donc, forcément, tous les deux sont en réalité amoureux l'un de l'autre. Attends, quoi? Des amis d'enfance qui éprouvent plus que de l'amitié? Mais c'est du jamais vu! Sauf qu'aucun des deux n'ose se déclarer sincèrement. Pas tant qu'ils seront sortis vainqueurs de ce jeu interminable. Et vu le nombre de tomes actuels, va falloir être patient, hein. Alors, pour être honnête, I Want to End This Love Game, c'est typiquement vraiment le genre d'histoire qui pourrait plaire à beaucoup de monde. Mais personnellement, je suis désolé, j'ai eu l'impression d'être devenu trop vieux pour ce type de romance en fait. Tout le concept repose sur ce fameux jeu où les 2 personnages se disent je t'aime pour essayer de faire craquer l'autre. Sauf que le manga ne cesse de nous rappeler qu'ils ont en réalité de vrais sentiments l'un pour l'autre. Du coup, on se retrouve avec une succession de situations où ils tournent autour du pot, se lancent des déclarations soi-disant pour rire, rougissent, paniquent, mais sans que leur relation n'avance réellement. Je vous jure, c'est le genre d'animé où vous êtes en perpétuel ascenseur émotionnel, hein. Attends, elle vient de dire qu'elle m'aimait. Ah Non, elle doit encore jouer la comédie. Oh. Mais peut-être pas en fait. Ah. Non, j'arrête de me faire des films. Et comme je le disais, il y en a pour 8 tomes, comme ça. Et en vrai, mon problème avec l'œuvre, c'est vraiment quand l'histoire introduit d'autres personnages au récit. Pour tout vous dire, j'étais tombé sur une review au moment de me renseigner sur l'animé, affirmant qu'il y avait aucun développement de personnages concrets. Et donc, bah, j'ai voulu vérifier par moi-même, hein, vu que j'entendais beaucoup de bien du manga à la base. Et
Ouais, c'est vrai en fait. Avec le temps, on voit apparaître des petites intrigues de jalousie, des moments d'insécurité, du déni, des éléments qui pourraient justement faire évoluer leur relation. Mais la plupart du temps, ces situations sont réglées assez rapidement. Et une fois le petit arc terminé, tout le monde revient exactement au point de départ, comme si rien ne s'était passé. On recommence alors le même jeu, les mêmes réactions, les mêmes maladresses, et c'est un peu dommage parce que l'idée de base, elle est vraiment bonne. Le concept d'une romance construite autour d'un duel sentimental, bah ça peut être extrêmement fun quand il est bien exploité. Suffit de regarder Kaguya-sama, qui reste pour moi l'une des meilleures rom-com jamais écrites. Mais ici, bah non, je suis désolé, j'ai souvent eu l'impression que le concept servait surtout de prétexte pour répéter les mêmes situations plutôt que pour faire réellement évoluer les personnages. Alors après, je répète que ce n'est que mon avis personnel. Ça reste une lecture très divertissante, surtout pour ceux ou celles qui aiment les romances légères et les situations un peu gênantes où les personnages n'osent pas vraiment avouer leurs sentiments. Mais pour celles et ceux qui attendent un vrai développement des personnages ou des thématiques un peu plus poussées, ça peut vite devenir répétitif et avec le temps, franchement un peu frustrant. Bref, quoi qu'il en soit, l'anime est prévu pour le 14 avril. Autre petit ovni qui pop comme ça sans prévenir avec Needy Girl Overdose. Alors, celui-là, je sais absolument pas comment vous en parler. Bah ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, l'anime est adapté d'un jeu vidéo où apparemment le joueur incarnerait un fameux P. On incarne un P. C'est rigolo. En gros, le but du jeu, c'est de faire croître progressivement son nombre d'abonnés tout en veillant à sa santé mentale. Alors, sur le papier, en vrai, ça a l'air d'être fun. Et même les évaluations Steam me donnent très envie d'y jouer pour être honnête. Mais vu que je suis un rat, on va juste regarder l'animé. Et justement, dans les évaluations Steam, tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire que l'histoire est absolument déchirante. Une histoire dérangeante, marquante, destructrice, déprimante, et à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. C'est la raison du pourquoi j'ai envie de regarder cet animé. Bon, par contre, entre la suite de ReZero cette saison et ça, Mais putain, retirez le mousquetaire! Non, en vrai, je sais pas trop quoi vous dire. L'animé a l'air très beau visuellement, très touchant symboliquement, et le thème de la santé mentale, ça peut être vraiment intéressant quand c'est bien traité. Surtout que ça touche au domaine du rêve, celui d'atteindre son objectif ultime. Et je pense que de cette manière, on peut tous être un peu touchés à notre manière par le sujet. Bref, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais ouais, personnellement, bah j'ai hâte. J'ai vraiment hâte pour le coup. Alors, si vous aussi, bah rendez-vous le 4 avril pour découvrir ça. Un petit triangle amoureux au lycée, ça vous dit? Bah justement, tiens, ce printemps, on aura Girls Can Be Kind to Otaku. Takuya Seo est un otaku. Mais attention, un type spécial d'otaku, hein. Ouais, parce que lui, il aime les mangas destinés aux petites filles. Et non pas l'inverse. Ça, c'est youtubeur. Sauf qu'en classe, il est assis juste derrière les deux filles les plus populaires de l'école, Ichiji et Amane. Ah, le destin fait bien les choses, oui. Et justement, Ichiji, la plus bonne sociale, lui demande si elle peut emprunter sa gomme. Sauf que cette gomme en question, c'est une édition limitée de son animé favori. Et là, avant même qu'il lui dise, Amane, la deuxième fille la plus populaire de l'école, intervient en disant « Ouah, mais c'est la gomme qui fait référence à l'épisode 2 !» Oui, Amane est une otaku. Mais personne ne doit le savoir. Et c'est pour ça qu'elle le cache en cours. Et que même si Takuya semble avoir compris qu'il tente tout pour la piéger, elle met tout en œuvre pour que personne ne découvre son secret. Et à partir de là, elles vont toutes les deux tomber amoureuses de Takuya. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment pas lu beaucoup de chapitres pour celui-là. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était écrit trop petit et je vous promets que j'ai eu des gros problèmes en le lisant. En même temps, dire à vos potes que vous lisez un manga japonais alors que vous êtes en train de plisser très fort les yeux, plus jamais je lis des scans sans pouvoir zoomer. Et de toute façon, en vrai, y a pas grand chose à dire, hein. Je vous l'ai dit, l'histoire est un pur fantasme de l'auteur. Et au final, on voit clairement que c'est destiné à un certain public. En l'occurrence, les jeunes garçons un peu timides qui rêvent d'être abordés par les plus belles filles du lycée. Ça n'arrivera jamais. Vous ne devez pas attendre qu'elles viennent vers vous. C'est à vous d'aller vers elles. Mais ça, vous le comprendrez en vieillissant. Qui c'est qui veut des bonbons ? Le héros est giga timide, à la limite de la loose, mais parvient à faire craquer les deux filles les plus populaires. Les péripéties sont blindées de clichés, y a rien vraiment qui fait avancer l'intrigue tellement c'est épisodique, mais en vrai, l'avancée des sentiments amoureux, elle est plutôt correcte, elle. On sent vraiment qu'il y a une vraie envie de justifier les sentiments amoureux et de les pousser plus loin qu'un simple béguin. Et en soi, ça a tendance à être mignon parfois, et même à rehausser l'avis un peu négatif que je me faisais de l'animé. Non vraiment, pour le coup, faut rendre à César ce qui est à César, il y a un vrai effort qui est fait sur le côté relationnel de l'animé. Mais voilà, après, outre ça, n'attendez rien d'exceptionnel, hein. Ça fait le taf pour briser l'ennui, mais rien de plus. Enfin bref, si vous avez envie de découvrir ça, alors rendez-vous le 8 avril.
On passe maintenant à une petite fantaisie avec The Classroom of a Black Cat and a Witch. L'histoire nous emmène dans un monde où la magie existe. Enfin, elle existe, mais pas chez Spica Virgo, hein, notre protagoniste principal, soit dit en passant. Bah ouais, parce que elle est incapable de lancer le moindre sort. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Chaque jour, elle tente de sauter dans le vide pour voir si elle va s'envoler. Alors, je suis pas un expert en magie, hein, mais à mon sens, apprendre à voler, c'est pas la première chose qu'on fait quand on teste d'éveiller ses pouvoirs. Ah ben, qu'est-ce que je disais ? Qui va être tétraplégique maintenant. Bah ouais, parce que Spica, elle finit toujours par se péter le nez sur le bitume. Mais c'est en tombant une fois de plus qu'elle rencontre ce chat, qui apparemment sait parler. Enfin, elle est la seule à l'entendre, quoi. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que ce chat lui apprend qu'il est un ancien magicien ayant reçu une malédiction, et qu'il a justement besoin de Spica pour lever la malédiction. En échange, par contre, il lui jure de lui apprendre la magie. Bon, bah Spica, elle s'exécute, hein, et se renseigne par tous les moyens, et finit justement par trouver une solution. Embrasser le chat, et ainsi libérer la malédiction. Oh. L'embrasser sur l'anus. Bon alors bien sûr, personne n'accepterait une telle condition. Enfin je veux dire à part Cyril Hanouna. Mais pile au moment de cette révélation, tous les deux se font attaquer par un giga monstre. Et Spica n'a pas le choix. Elle est obligée de faire ce que j'appellerais le sortilège du baiser du coq. Le baiser de coq ? C'est quoi le rapport avec un coq ? Épeler le mot coq. Et à partir de là, bah démarre un animé extrêmement mid, hein, je vais pas vous mentir. C'est vraiment la fantaisie de base avec un duo de personnages ultra clichés, un magicien surpuissant qui est handicapé par une malédiction qui l'oblige à alterner entre vie de chat et vie de grand mage qui se montre que quand il doit sauver les miches de l'héroïne, une dynamique entre les deux qui est franchement sympathique même si ultra prévisible, une école de magie avec tout un tas de personnages secondaires qui apporteront diverses péripéties censées faire avancer l'histoire, des secrets directement liés à l'héroïne, et ouais, je dis pas, en termes de divertissement pur, bah ça fait le taf, vraiment. Y a pas d'ennui ressenti en regardant ce genre de truc, parce que tout est fait pour vous divertir justement. Mais dans une saison où on a l'atelier des sorciers, dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, bah je suis désolé, mais il part déjà perdant. Même en termes d'animation, ça paraît un peu léger, on va pas se mentir. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Si vous aimez les animés fantasy mid, mais divertissants, et bah de rendez-vous le 12 avril pour découvrir ça. Si vous aussi vous avez toujours rêvé de pouvoir recommencer votre vie, alors Aibara's Teenage New Game Plus va vous satisfaire. Natsuki Aibara est un lycéen beau, musclé, charismatique, ultra populaire. Enfin, ça c'est dans ses rêves, hein. Bah ouais, parce que en réalité, c'est juste un salariman lambda de plus de 20 ans qui estime avoir totalement raté sa vie. Encore un héros auquel on peut s'identifier. Comme lui, on rêverait d'avoir une seconde chance et de pouvoir tout recommencer. Sauf que lui, bah il en a vraiment l'occasion. Un jour, il dit oh, « J'aimerais trop revenir à l'époque du lycée. » Et paf, clignement d'œil et on est en 2013. Comment, me demanderez-vous ? Commencez pas, hein. Je vous l'ai déjà assez répété comme ça. Ta gueule, c'est magique. Et vu qu'il obtient une seconde chance, bah il perd pas de temps. C'est le moment de transformer le petit lycéen binoclard et un peu joufflu et complètement solitaire en mec ultra BG. Il se met alors à courir 2 mois, et hop, les beaux abdos. Bah alors, hein, tous ceux qui veulent perdre du poids, là, c'est quoi votre excuse ? Il suffit de 2 mois pour avoir ce corps de BG. Rien à foutre de votre dépression. Il se fait une meilleure coupe, abandonne ses lunettes, visiblement avoir des abdos combat la myopie, et là, il devient le BG qu'il rêvait d'être. Et à ce moment-là, il décide d'aller draguer des lycéennes. Et c'est cringe. Cringe parce que ça raconte l'histoire d'un adulte de 23 ans revenir dans le passé et devenir tellement beau que tout le monde est là en mode Ouah, trop BG, je le calculais pas avant, mais maintenant je veux 37 enfants de lui. Après, c'est peut-être moi qui suis trop vieux pour ces conneries, hein. Mais franchement, quitte à choisir un animé qui parle de seconde chance, bah autant aller vers Real Life en fait. Parce que Real Life, lui, ne transforme pas son héros en fantasme ambulant qui réussit tout parce qu'il est devenu BG. Non, il prend un adulte paumé, lui redonne l'opportunité de revivre une année de lycée et lui demande simplement une chose, affronter les erreurs qu'il a faites dans sa première vie. Et du coup, au lieu d'être un fantasme de popularité, ça devient une vraie réflexion sur les regrets, les occasions ratées et la difficulté de devenir un adulte. Alors qu'ici, le seul message que j'ai ressenti en lisant quelques chapitres, c'était « C'est de ta faute si t'es un loser moche. Avec du travail et de la volonté, tu pourras devenir le mec le plus populaire du lycée. Alors bouge-toi le cul !» Bref, l'animé sera disponible à partir du 2 avril. On passe maintenant à un animé qui, honnêtement, personne ne l'a vu venir celui-là. Roster Fighter, coq de baston. Bon alors pour celui-là c'est un peu particulier parce que l'animé est déjà sorti. Et en vrai, c'est quoi ce poulet ? Littéralement. Ouais parce que l'animé commence avec ce poulet qui baise. Et il y va pas de main morte le salaud. Même la doubleuse qui joue la poule elle a eu du mal à suivre la cadence. Ce coq que vous voyez là,
c'est Keiji, un coq qui jadis a perdu sa sœur suite à une attaque de Kiju, des monstres gigantesques assoiffés de sang. En gros, lui c'est le RN des poulets, et ça c'est des sortes de titans tout droit sortis d'une cinématique de PS2 qui lui ont tout pris. Et du coup, Keiji, il veut se venger, et il finit alors par entamer un long voyage pour trouver le Kiju qui a buté sa sœur. Mais sur sa route, il décide quand même de s'arrêter à divers endroits afin d'aider les humains complètement démunis face à la soif de sang des Kiju. Oui, parce que Keiji est un poulet surpuissant. Ouais, je pensais jamais dire ça un jour. Bon alors, comme je l'ai dit, l'animé est déjà sorti depuis quelques semaines, mais si j'en parle pas, qui le fera? Bah ouais, parce que c'est sur Disney+. Donc en termes d'audience, pour l'instant, on est environ 27 à le suivre, hein. Pourtant, je vous promets que malgré le pitch complètement barge de l'animé, ça reste vraiment fun à voir. La baston est ultra stylée, les OST sont vraiment qualitatives, parfois t'as des petits moments émotion là, dès l'épisode 1, tu te sens triste pour un vieux que tu viens à peine de croiser, l'humour est franchement bon, et c'est une quête de vengeance. La vengeance, ça fonctionne toujours, on va pas se mentir. Si des fans de Red of Filler existent, c'est parce que l'animé parle de vengeance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi personne répond là? Mais ce qui est bien ici, c'est que l'histoire ne se prend jamais au sérieux. Et ça se voit, c'est pas un truc qui est censé te faire réfléchir, mais plutôt te divertir. Et il faut reconnaître qu'il le fait très bien. Typiquement le genre d'animé où tu débranches ton cerveau et tu lances l'épisode sans te poser trop de questions. Enfin bref, du coup l'animé est déjà disponible sur Voir Anime. Et il y a même une VF si vous voulez entendre une poule jouir en français. Ouah, ça non plus je pensais pas le dire un jour. Autre fantasy, mais un peu plus romantique cette fois, avec The Warrior Princess and the Barbaric King. Serafina de la Viance est une femme chevalier très redoutée, mais qui vient tout juste de perdre la guerre face aux barbares. Et donc, capturée par l'ennemi, elle s'attend à subir les pires tortures qui soient. Sauf que, non. Le roi la demande juste en mariage. Et à partir de ce moment-là... Vous savez ce qui est dur avec cette œuvre? Non mais voilà, ça sert à rien de parler 20 ans de cet animé, c'est encore une histoire de mariage forcé qui va principalement baser son humour sur « Oh regardez comme c'est drôle, elle est toute nue et elle est gênée. Eh regardez, il y a un gros caméléon qui mate son cul. » Non mais que voulez-vous que je vous dise? Après j'ai lu que 4 chapitres, hein, vu qu'il fallait payer pour lire les autres. Mais vu que j'ai plus vu les nibards de Serafina dans les 4 chapitres qu'un semblant d'histoire intéressante, j'ai pas ressenti le besoin de payer pour ça. Bref, en tout cas si vous avez envie de regarder cette romance forcée, alors rendez-vous le 9 avril sur Crunchyroll. Ce printemps, on aura également The Empire of Ice. Je peux pas le dire plus fort, désolé, il y a mes voisins qui dorment. Koyuki Higawa fait peur à tout le monde, mais derrière ce visage si fermé se trouve en réalité une jeune fille très gentille qui a juste décidé de ne pas être sociable et de garder ses distances avec tout individu. Mais on est ici dans une romance, et vous savez ce que ça veut dire. Minato Amamiya, beau garçon et populaire, arrive dans sa vie pour la chambouler totalement. Non seulement il veut à tout prix la connaître plus en profondeur, ouais non bizarre la formulation, non seulement il veut apprendre à la connaître, mais en plus il ramène tous ses potes dans son quotidien. Entre Miki, la fille ultra sociale, et Yota, le basketteur qui au fond cache un Kokoro qui ne demande qu'à être aimé. C'est une vraie bande d'amis qui se crée. Des amis qui vont pas le rester longtemps, hein. Mentalité Alex in Chains, tout ça quoi. Et en soi, on pourrait totalement en douter au vu de ma présentation, mais je vous promets que c'est une romance toutes mignonnes comme on les aime. Et là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti une sorte d'histoire à la Kimi ni Todoke, où une bande de personnes ultra bienveillantes vont rendre le quotidien d'une héroïne fermée et très solitaire plus beau, plus radieux et plus mémorable. C'est doux, c'est poignant, parfois on a de vrais dialogues hyper constructifs qui ne sont pas uniquement destinés à faire évoluer l'héroïne, mais aussi les personnages secondaires. Le cadre reste très lycéen, certes, mais assez bien exploité pour réussir à transmettre ce doux parfum de nostalgie qu'on aime tant ressentir à travers ce genre d'œuvre. Et ouais, j'ai pas de quoi vous faire un débat sur le truc, parce que vous savez, je sais, nous savons que ce genre d'œuvre, c'est le genre de truc qu'on aime bien regarder, en se posant, en rêvant, en idéalisant, et en déprimant finalement aussi, tellement on a une vie de merde. Enfin bref, si vous aimez avoir le Kokoro qui pétille, si vous avez kiffé Kimi ni Todoke, alors rendez-vous le 2 avril sur Netflix pour découvrir ça. Encore une romance. I made friends with the second prettiest girl in my class. Bon le titre résume tout en vrai. L'histoire nous fait suivre Maki Maehara, un gros loser qui n'a aucun ami. On est clairement dans la saison du loser, visiblement. Sauf qu'être un loser d'après les japonais, c'est cool. Et donc, pour eux, le buff loser, ça te permet instantanément de devenir un aimant à meuf. Et comme le stipule le titre, de toute façon, c'est en étant juste lui-même, donc gros loser, histoire de bien le répéter, que Maki finit par attirer l'attention de la deuxième fille la plus mignonne de l'école. Elle lui propose même carrément un date en fait. Surtout que Yumi, la fille en question, du coup, elle a exactement les mêmes centres d'intérêt que Maki. Comme par hasard.
Sauf que bah leur complicité elle commence à faire jaser. Et ça va mettre leur relation naissante à rude épreuve. Et en vrai, bah c'est plutôt pas mal. Non mais vraiment, j'ai déglingué l'animé dans la présentation, mais je vous jure que c'est plutôt pas mal. Alors autant vous le dire tout de suite, hein, je regarderai très probablement pas cet animé, parce que j'avoue que j'ai pas réussi à être imprégné par l'histoire. Je veux dire, ça reste assez générique, on va pas se mentir. Mais bah force est de constater que c'est du bon générique. On sent que la narration est travaillée, que les personnages ne sont pas des stéréotypes sur pattes, qu'ils ont un vrai potentiel. On sent qu'on est réellement dans une rom-com avec tout ce que ça engendre, la comédie, la romance, parfois un peu les phases dramatiques, et ouais, même si je suis pas le public, bah ce serait malhonnête de dire que ça fait pas le taf en termes de divertissement pur. Pas de frustration, pas de logique sortie du cul, enfin parfois si, mais pas tout le temps quoi. Pas réellement d'ennui, une complicité qui est vraiment plaisante, et ouais, c'est le cocktail parfait pour une rom-com sympathique dont je suis persuadé sera appréciée par pas mal d'entre vous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 7 avril, hein, si vous êtes intéressé. Petit slice of life, mais qui m'a l'air très prometteur, avec le cri du Kojima. Imaginez, vous allez à l'école un beau jour d'automne, et là, vous tombez sur ce truc. Que faites-vous? Vous appelez la SPA, une picouse et hop, on n'en parle plus? Vous faites demi-tour en espérant qu'il vous suivra pas? Vous lui mettez un giga-taquet mon copain, jamais il se relève? Ou alors vous essayez de le capturer tel un brainrot qui aurait abusé du riz en mode skibidi? 6-7, la team de gros Sigma Testicrou... Putain, je comprends rien. Elle est où l'époque où on attirait les jeunes avec des bonbons? Eh bien, Arata Koda, lui, décide de l'emmener chez lui. Instinct de survie, 0. Sauf que ce truc, qui se nomme en réalité Kojima, est en fait un squatter et finit alors par s'installer de force chez Arata. En plus, c'est la trêve hivernale, du coup, aucun moyen de le jarter. Mais Kojima, c'est pas n'importe qui. Et ça, Arata va très vite le comprendre. Alors, j'ai pas lu le manga parce que bah il fallait l'acheter. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression d'être dans une histoire à la fois complètement barrée, mais aussi profonde sur certains sujets. Une sorte d'ovni un peu à la Mawaru Penguin Drum. Oh, j'ai galéré à le dire, j'ai plus de salive. Un truc genre assez perché au premier abord, mais putain de philosophique quand tu te plonges dans le truc. Bon, après, je peux me tromper, hein. À tout moment, c'est juste une histoire kawaii avec un pingouin géant et c'est tout. Mais voilà, je sais pas trop comment le voir celui-là, hein. J'attends juste d'en découvrir plus en regardant au moins le premier épisode. Bref, si vous aussi vous êtes intrigué, alors rendez-vous le 9 avril sur Crunchyroll. Autre animé prévu ce printemps avec Dandelion. Tetsuo Tonba et Migaki Kurogane sont deux anges travaillant pour le service d'escorte du Japon. En gros, ils sont chargés de retrouver les esprits errants et de les envoyer au paradis en leur collant une bastos entre les deux yeux. Mais derrière cette méthode un peu brutale, en réalité Tetsuo et Migaki sont des anges profondément à l'écoute, qui prennent le temps d'écouter les regrets de leurs cibles, de les conseiller et de les aider dans leur dernière volonté. Et donc, je vous promets que ce truc est à la fois extrêmement drôle et profondément touchant. Ouais, parce que ici on est dans un one-shot de Hideaki Sorachi, notamment connu pour avoir écrit Gintama. Et ça se ressent grave en vrai. Comme dans Gintama, on a vraiment ce contraste entre gags complètement inattendus qui provoquent directement un rictus tellement on se retrouve dans une situation complètement improbable en quelques secondes, et aussi cette prise de conscience vraiment touchante avec tantôt des discours ultra philosophiques ou des moments émouvants extrêmement bien mis en valeur. Après, on reste dans un one-shot, donc apparemment attendez-vous à 7 épisodes, pas plus. Ce qui m'étonne un peu en vrai parce que ce que j'ai lu tient sur un épisode. Donc bon, sûrement que l'animé ajoutera des scènes inédites qui seront ajoutées à l'animé en fait. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire tellement on manque d'informations sur le sujet, mais en vrai, très hâte d'être en avril sur Netflix pour découvrir ça. Ah, une romance, ça vous manque? Ouais. On a Marika's Love Meter Malfunction du coup. Kanata Kitami est le 5ème loser de cette vidéo qui nous sert de personnage principal. Ouais, il est seul, il est pas du tout charismatique, c'est un weeb, mais oh dis donc, il a une amie d'enfance ultra jolie pour qui il craque vraiment. Et sinon tu peux pas être un peu original aussi Sauf que Kitami, il a le discours typique du genre de perso qu'il représente, hein. Oui, mais c'est impossible qu'on soit en couple, jamais elle ne m'aimera, je suis un loser alors qu'elle est ultra populaire, je suis une merde, etc. etc. Et puis un jour, il se dit que ça serait nettement plus facile d'avoir comme dans les jeux de drague auxquels il joue, une barre de sorte d'affection à côté des personnes avec qui il parle, comme ça, il pourrait voir si Marika, son amie d'enfance, le kiffe ou alors pas du tout. Et le lendemain, sans aucune explication, il se retrouve avec ce pouvoir. Je suis fatigué. Il découvre alors que, bien évidemment, ce pouvoir ne fonctionne que sur les filles, et que de nombreuses filles de sa classe ont un réel intérêt pour lui, alors qu'il passe la plupart de l'année seul dans son coin à jamais parler à personne, à l'exception de Marika, qui, elle, sa jauge est complètement dégoulinante de haine. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est de la merde. Alors ok, en règle générale, c'est « je ne suis pas le public » qu'il faut dire. Mais non, objectivement, là, c'est de la merde. Alors, dans le seul et unique chapitre que j'ai lu, j'ai pas croisé de ecchi. Donc ok, s'il faut lui trouver un point positif, on pourrait citer celui-là. Mais le reste... y a rien à sauver. C'est juste un ramassis de clichés, de situations complètement improbables, de personnages ultra cringe, de dialogues dignes de gamins de 12 ans. Et le plot twist du fait que son ami d'enfance le déteste en secret, j'aurais pu trouver ça intéressant. Mais en fait, figurez-vous que si sa barre d'intérêt est aussi flinguée, c'est parce qu'elle est aussi amoureuse de lui en fait. Ouais.
Non mais sans déconner, elle est où la putain de logique de merde? Non écoutez, pardon, je commence à craquer, j'ai vraiment besoin d'une œuvre qualitative là, donnez-moi une œuvre qualitative. On a parlé d'œuvres qualitatives? Eh bah ça tombe bien parce que cette saison, on aura le merveilleux l'atelier des sorciers. Elle, c'est Coco, une jeune fille qui partage le même rêve que moi depuis que j'ai vu Harry Potter. Devenir un sorcier. Ouais, parce que Coco, elle est omnubilée par la magie. Genre, vraiment, elle rêve tellement de pouvoir la pratiquer. Sauf que Coco, elle l'a dans le cucu. Bah ouais, parce que étant une protagoniste principale d'une histoire qui se passe dans un monde magique, bah elle est d'office destinée à être démunie de tout pouvoir, hein. Bon, après, elle est pas la seule, puisque dans ce monde, la magie s'obtient à la naissance, et très peu sont les heureux élus, hein. Et du coup, Coco, bah elle a pas le choix, et doit se résoudre à vivre une vie de moldu. Mais un jour, elle fait la rencontre de Kieffré, un mage itinérant, qui leak totalement le véritable secret de la magie en se faisant cramer par une gamine alors que tous les mages avaient réussi à préserver le mystère jusqu'à aujourd'hui. Bravo Kieffré, bravo. Ouais, parce que Coco, elle découvre ce jour-là qu'en réalité, tout le monde peut pratiquer la magie. Même elle, si elle le veut. Il suffit d'une plume, d'une feuille, et d'être doué en dessin pour dessiner les sorts. Bah du coup, planquez-vous, hein, si un jour je deviens un sorcier. Du coup, Coco, elle est contente. Elle se met aussitôt à tester ça. Elle dessine un sort qu'elle trouve dans un bouquin un peu chelou, et hop, elle transforme sa mère en statue de pierre. À la boulette. C'est alors que Kieffré décide de lui venir en aide, de l'emmener avec lui, d'en faire sa disciple, mais aussi, une proie facile pour tous les mages noirs qui n'ont pas que des bonnes idées en tête, hein. Alors, je dois être honnête avec vous, je connais l'atelier des sorciers depuis au moins... J'ai actuellement tout lu ce qu'il y avait à lire et j'ai toujours rêvé de pouvoir en faire une vidéo. Sauf que, faire une vidéo sur un manga, c'est compliqué. Faire un diaporama d'images en mettant une voix dessus, T-Bait l'a fait et c'était pas ouf. Mais ça me rongeait quand même parce que je vous jure que j'avais réellement envie de parler de ce chef-d'œuvre. Et là, avec l'animé, tout devient possible. C'est pour ça que, même si c'est l'animé le plus attendu par la majorité d'entre nous cette saison, je m'attarderai pas sur le sujet ici. Parce que, ouais, voilà, je réserve mon avis personnel pour la vidéo que je sortirai dessus. Mais sachez que, pour moi, l'atelier des sorciers fait partie de mon top 3 fantasy ever avec Frieren et Dungeon Meshi. Genre vraiment, je vous jure que c'est exceptionnel cette œuvre. C'est absolument parfait sur tous les points. Le manga est magnifique, l'histoire est sensationnelle, le voyage est oufissime, les personnages sont tellement attachants. Coco, elle est vraiment géniale. Elle apprend, elle progresse, elle veut prouver au monde qu'elle est capable d'être considérée comme une véritable mage, et dès le début... T'as envie de la soutenir, t'as envie de t'attacher à elle tellement elle montre qu'elle est vraiment passionnée par la magie, qu'elle mérite sa place et qu'elle veut tout faire bien pour pouvoir non seulement sauver sa mère, mais aussi que les gens soient fiers d'elle. T'as aussi tout un tas de secrets qui tournent autour de l'intrigue principale et qui sont hyper plaisants à découvrir au fur et à mesure. Non, vraiment, je sens que l'animé va être génial. Rien que les bandes annonces me font rêver là, que ce soit les musiques, les voix, l'animation. Et ouais, j'ai tellement hâte de me replonger dans l'histoire d'une autre manière et de redécouvrir certaines scènes absolument géniales du manga, mais cette fois en animé. Enfin bref, j'arrête là pour le sauçage, on en reparlera mieux très bientôt, je vous promets. En attendant, notez que l'animé est prévu pour le 6 avril sur Crunchyroll et que une VF est également prévue si jamais. Voilà ce qui conclut donc la liste des nouveaux animés de cette saison. Et encore, il y en a d'autres que je n'ai pas mis dans la vidéo parce que soit c'est du déjà vu, soit c'était honteux. Non, sans déconner, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Hokuto no Ken, mais allez voir la bande-annonce, mettez-la en VF surtout. Je vous promets, je veux pas faire mon Reggie Logoria, mais là, force est de constater que la VF, on dirait une terreur nocturne. Le pire, c'est que j'avais vraiment écrit un truc pour le présenter, mais je pouvais pas. Il y a aussi d'autres animés qui... pourquoi je l'ai pas mis dans la liste, celui-là? Non, en vrai, n'allez pas le voir, hein. C'est une sorte de Lovely Complex pour dégénérer. Regardez plutôt Lovely Complex, pour le coup. Enfin bref, allez voir dans le commentaire épinglé, vous trouverez absolument tout ce que j'ai pas mis dans cette vidéo, et peut-être que vous trouverez un truc... qui vous intéressera. Mais pour l'heure, il est temps de passer à ce que la plupart d'entre nous attend le plus cette saison, les suites d'animés. Et là aussi, il y a de quoi faire, hein, on va pas se mentir. Ouais, parce que déjà cette saison, c'est One Piece qui revient pour entamer son arc Airbath. Alors, autant vous dire tout de suite que c'est pas ici que vous aurez des infos intéressantes, hein, parce que je suis absolument pas à jour sur One Piece. Faut vraiment que je reprenne, mais vu que je fais des vidéos de plus d'1 heure de gros puants là, j'ai vraiment pas le temps. Hein. Enfin bref, en tout cas, notez que l'animé est prévu pour le 5 avril sur Crunchyroll et ADN. Autre retour avec moi quand je me réincarne en Slime saison 4 partie 1 et 2 sur 35 484. Non, je déconne, il y aura 5 parties en tout. Mais faut quand même saluer la perf, hein. Bon, par contre, bon point, sachez que les 2 premières parties seront consécutives. Et donc, je sais pas de combien d'épisodes seront constitués chaque partie, mais si les 5 réunis sont prévus pour un total de 60 épisodes, je crois que j'avais vu ça quelque part, on peut s'attendre à 12 épisodes pour chaque partie. Et donc 24 épisodes pour le début de cette saison 4. Donc ça, en vrai, ça reste très ok. Hein. Quoi qu'il en soit, on est sur une suite directe
direct de la saison 3 et c'est prévu pour le 3 avril sur Crunchyroll. Classroom of the Elite fait aussi son retour ce printemps. Je peux pas vous dire grand chose sur cette saison 4 non plus parce que je me suis arrêté à la deuxième personnellement donc ouais, j'ai pas eu la force de continuer, vous m'excuserez. Quoi qu'il en soit, sachez que cette saison 4 est prévue pour le 1er avril sur Crunchyroll, avec sa VF également. La partie 3 de Dr. Caillou sera également diffusée ce printemps, et bah bien que j'avais dit dans une précédente vidéo que je devais rattraper mon retard sur Dr. Caillou, bah je l'ai toujours pas fait. Et donc bah va falloir que je me rajoute un binge-watch à cette liste interminable des animés du printemps pour ma part. Hein. Enfin bref, en tout cas, sachez que pour ceux qui sont à jour, l'animé est prévu pour le 2 avril sur Crunchyroll. Autre retour qui fait plutôt plaisir, même si c'est pas non plus exceptionnel, hein, la saison 2 de Wisteria. Et ouais, en vrai, Wisteria c'est un très très bon divertissement, avec une animation aux petits oignons, donc très content de le voir revenir pour une deuxième saison. Et notez que cette saison sera d'ailleurs disponible à partir du 12 avril sur Crunchyroll. Petite romance dont j'entends énormément de bien qui fait également son retour, avec la saison 2 de Chouchouté par l'ange d'à côté. Alors, j'ai pas vu la saison 1, ça m'a jamais vraiment intéressé, hein, je vais pas vous mentir, mais je vous promets qu'il n'y a pas une vidéo sur les animés de romance que je fais sans le voir être cité des dizaines de fois comme étant vraiment excellent. Du coup, ouais, je vous avoue que ça me donne envie de tenter, sachant que bah, cette saison en termes de romance c'est pas non plus exceptionnel, donc ouais, j'aurais peut-être le temps de me réserver ça et de voir pour binge-watch la saison 1 pour enchaîner avec la saison 2 et voir potentiellement en faire une vidéo si vraiment c'est aussi exceptionnel que vous me le dites. Quoi qu'il en soit, en attendant, la saison 2 est prévue pour le 3 avril sur Crunchyroll. La saison 4 de Hiromakun fait également son retour et franchement, banger. J'ai une vidéo de prévue sur Hiromakun, donc je vous en parlerai mieux en temps voulu. Mais ouais, trop content de le voir revenir pour une 4ème saison, même si bon, on va pas se mentir, c'était sûr et certain, hein, il y avait pas vraiment de surprise à son retour. Bref, en tout cas, cette saison 4 sera disponible sur Crunchyroll à partir du 4 avril. Ce printemps, on aura également un épisode spécial de My Hero Academia, qui fera directement suite à la fin de l'animé, que j'ai toujours pas vu pour ma part, hein, voilà, et dont vous êtes nombreux aussi à ne pas avoir encore regardé. Donc, bah, excusez-moi, mais je spoilerai pas l'intrigue de l'épisode ici. Sachez juste que ça fait suite directe à la fin de ce que vous avez vu dans la saison 8 et voilà, et que bah c'est prévu pour le 2 mai et qu'il sera disponible sur Crunchyroll, mais je sais pas du tout le temps que l'épisode fera. Est-ce que ce sera un épisode de 24 minutes? Est-ce que ce sera un épisode d'1 heure? Je sais pas du tout. Ça sera la surprise, écoutez. Steel Ball Run aussi qui sort ce printemps, mais bah, pour l'instant on n'a qu'un seul épisode de 47 minutes. Alors j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo parce que bah on sait pas du tout quand sortira la suite, mais en vrai vas-y, c'est Jojo évidemment qu'il faut en parler en fait. Du coup, même si je pense que tout le monde a déjà vu l'épisode, sauf moi, hein, vu que j'ai pas encore eu le temps à cause de cette vidéo, bah sachez que le premier épisode est disponible depuis le 19 mars sur Netflix, donc voilà, si vous l'avez toujours pas vu, bah c'est le moment. Autre retour aussi avec la saison 2 de Farming in Another World, que je n'ai jamais regardé, mais qui a l'air très chill, et aussi surpeuplé de femmes d'après l'affiche que je vois là. Enfin bref, pour tous les fans de l'animé, sachez que cette nouvelle saison sera disponible sur ADN à partir du 6 avril. La saison 2 de Yozakura Family fait également son retour ce printemps, et j'ai hâte. J'ai beaucoup aimé la saison 1 en vrai, hein. Donc ouais, très content de le voir revenir, malgré que ce soit l'horrible Disney Plus qui a obtenu les droits de diffusion. Mais bref, sachez que j'ai une vidéo écrite depuis un moment sur le sujet, donc on en reparlera très bientôt. Et en attendant, quoi qu'il en soit, cette saison 2 est prévue pour le 12 avril sur l'horrible Disney Plus, je le répète. Du bon sport comme on les aime là, avec l'acte 2 de la saison 2 de Ace of Diamond, que je n'ai jamais regardé. J'en ai entendu du bien, du très bien même, mais personnellement le baseball, j'ai jamais rien bité, du coup j'ai du mal à ressentir un intérêt pour l'œuvre en fait. Et oui, je sais, je manque sans doute quelque chose de génial, mais voilà, j'arrive pas à me lancer pour l'instant, peut-être par la suite. Enfin bref, cette saison est prévue pour le 5 avril, mais toujours pas de licence annoncée pour l'instant. Bon, vous le savez, le 1er avril, c'est le jour des blagues. Et bah justement, c'est aussi le jour de la sortie de la saison 2 de T-Bait. Bon, bah au vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être la même chose que la saison 1. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Si vous aimez, tant mieux, mais favorisez quand même le webtoon, s'il vous plaît. En temps normal, je vous promets, je suis pas un puriste, mais vraiment, T-Bait est trop exceptionnel pour être réduit à son animé mal foutu. Enfin bref, comme je l'ai dit, c'est le 1er avril sur Crunchyroll, et voilà, faites pas de poisson d'avril ce jour-là, ça c'est déjà assez suffisant. Ah bah ça c'est banger, l'un des meilleurs isekai qui soit selon moi, le retour du merveilleux Ascendance of a Bookworm. Après 4 ans d'attente, putain j'ai envie de chialer là. Bon, encore une fois, j'ai commencé à écrire une vidéo en prévention de la saison 4, donc j'en parlerai très bientôt, c'est promis, mais branchez-vous à Ascendance of a Bookworm, je vous garantis que c'est vraiment trop bien. Ne vous fiez pas à son visuel, parce que vous allez être vraiment surpris. Quoi qu'il en soit, cette saison 4 est prévue pour le 4 avril sur Crunchyroll pour un total de 24 épisodes. Non vraiment, on va tellement bien manger ce printemps en vrai. Pourquoi dès que je parle d'une pépite, on a tout de suite un ascenseur émotionnel avec une bouse juste après? Ouais, cette saison on aura le droit au retour de l'affreux Rent a Girlfriend, et voilà, hein, fin de la vanne. Bref, 8 avril, Crunchyroll, next.
Autre retour qui fait très plaisir avec la saison 2 de Dorohedoro, et je vous avoue que 6 ans après la saison 1, je l'attendais vraiment plus cette saison. Et pourtant, bah vraiment, quelle joie de le retrouver. Alors Dorohedoro, j'en conviens, c'est très particulier. Et je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais justement, c'est tellement à des années-lumière de tout ce qui se fait actuellement que ça en est absolument génial. C'est gore, très gore, c'est fun, c'est prenant, et surtout, c'est Mappa. Argument non négligeable pour tous ceux qui aiment jouir du globe oculaire. Enfin bref, hâte, et du coup, rendez-vous le 1er avril pour découvrir ça. Retour également de Reborn as a Vending Machine, toujours pas regardé la saison 1, malgré les retours très positifs que j'entends. Je vais pas vous dire que je vais profiter de cette saison 3 pour tester la saison 1, parce que dans une saison où on a Ascendance of a Bookworm et ReZero, mon choix est très vite fait, mais en tout cas, pour celles et ceux qui aiment l'animé, bah rendez-vous le 1er avril sur Crunchyroll. En parlant d'Isekai, c'est également le retour de The Most Heretical Last Boss Queen, avec sa saison 2, et je dois dire que je suis surpris, non pas parce que j'aime l'animé, hein, je l'ai pas vu du tout, mais parce que bah depuis ma Next Life as a Villainess, il me semble, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance, que c'est le premier Villainess à obtenir une seconde saison. Et bah je trouve ça fou en vrai. Enfin bref, cette seconde saison est prévue pour le 7 avril, mais toujours pas de licence annoncée à ce jour. Saison 2 de Devil May Cry aussi également ce printemps, mais autant vous dire que j'ai pas franchement accroché à la première saison, même si j'ai beaucoup aimé l'opening à coup d'Evanescence, mais au-delà de ça, ouais, personnellement je vais juste me limiter au jeu pour ma part. Quoi qu'il en soit, la saison 2 est prévue pour le 12 mai sur Netflix. Et enfin, l'animé qui va rendre ce printemps merveilleux, quoi, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. L'exceptionnelle saison 4 de ReZero. Vous le savez, ReZero, c'est mon bébé. C'est une œuvre qui m'a transmis tellement d'émotions qu'il en est carrément devenu une œuvre de référence pour ma part. Et ouais, je jubile, mais je crains aussi en même temps que cette saison 4 soit également une saison extrêmement impactante. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce nouvel arc, et je sais pas si je suis prêt, j'ai hâte, ça c'est sûr, mais comme je le disais dans mes vidéos concernant les saisons 1, 2 et 3, j'ai jamais été aussi touché émotionnellement devant un animé que ReZero. Alors, d'un côté, très hâte de voir ça, mais de l'autre, très anxieux aussi à l'idée de ce qu'on va vivre dans cette saison. Bref, on en reparlera, vous le savez, hein, c'est devenu un rituel, les vidéos de 30 minutes sur ReZero, et voilà, hâte, bordel, j'ai hâte. Et pour ça, malheureusement, faudra faire preuve d'encore un peu de patience, parce que c'est prévu pour le 8 avril sur Crunchyroll, pour un total de 19 épisodes. Je vous ai dit que j'avais hâte, et voilà ce qui termine cette immense vidéo. Je suis fatigué, je vous jure, je mens pas, je suis HS. Ça fait un mois que j'attends de finir cette vidéo pour aller jouer à Resident Evil 9, alors je vais pas m'attarder sur la outro, hein, désolé. Je vous dis à très bientôt, vu que cette horrible vidéo est terminée, je vais pouvoir redevenir un peu plus constant. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout pour parler de la nouvelle saison qui arrive, parce qu'on va avoir de quoi dire. Allez, bisous.